France Maghreb 2. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2. C'est parti pour votre grand forum jusque 18h30. Nous sommes le mercredi 19 octobre et tout va bien pour vous, je l'espère. En tout cas, on est là pour vous accompagner pour votre émission d'échange, de partage, d'actualité que nous allons décortiquer avec vous, chers amis auditeurs, avec dans la dernière partie tout à l'heure de sport. Nous parlerons avec cette troisième journée de Ligue des Champions suite et ce soir place à la grande équipe de France, à savoir le Paris Saint-Germain qui va se déplacer, qui reçoit le FC Bâle ce soir. Nous parlerons de la télé avec les programmes avec Jérémy et de l'ami Amar tout à l'heure que nous retrouverons et qui nous parlera d'un fruit qu'on aime beaucoup, les figues. Aujourd'hui pour m'accompagner, un duo inédit, un duo de choc que je prédis d'avenir comme ça à l'avance. Sabrina Artis, bonjour. Bonjour. Comment ça va ? Ça va, merci. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à toi et notre ami Ousmane Timera que tout le monde connaît maintenant. Salut Ousmane. Bonjour, salut, ça va ? Bien. Alors, vous vous connaissez pas tous les deux, c'est bien, c'est la rencontre, c'est la première. C'est vrai ? Ouais. Bon. Le j'aime ou j'aime pas tout à l'heure, les coups de cœur, Sabrina. Un coup de cœur très particulier, le mauvais œil, mais attention, je somme tout le monde d'écouter jusqu'à la fin, cette chronique. Ah, le mauvais œil. Yes. Bon, très bien. Un coup de cœur, ça ? C'est mon... Oh, je confonds tout le temps. C'est Oui, non, ça c'est la vie tranchée, oui, le coup de cœur. Marre, à chaque fois je mélange. Je sais pas, chacun son truc, hein. Quoique. Un coup d'œil, un coup de cœur, mauvais œil, bon œil. Quoique, en l'écoutant, tu comprendras. Ah, avec plaisir. Non, mon coup de cœur, merci de me reprendre. Il s'agira de rendre hommage à une catégorie de personnes qui méritent vraiment cet hommage. Très bien. Ousmane, est-ce que t'as un coup de cœur ? Je vais essayer de faire mon coup de cœur de la dernière fois. Ouais. Ah oui, le fameux. Le fameux coup de cœur, donc on reprendra ça, mais je suis en train de faire ce qu'il faut parce que j'ai mon ordinateur sous les yeux, mais ouais. On verra. Il y a de la prise, hein, il y a du courant à la radio. Il y a du courant, il y a du internet, il y a tout ce qu'il faut voilà. À la radio. On recevra tout à l'heure un comique qui fera partie de la grande soirée pour le projet Amana, cette école du côté de Montpellier. Austin Power qui sera avec nous à 17h tout à l'heure sur France Maghreb 2. Les avis tranchés donc, Sabrina. Bah voilà, un teasing de loupé. Ouais. Ça y est, hein, je vais pas me répéter. Le mauvais œil. Voilà. Le mauvais œil. Ouais. Ah. Il faudra écouter jusqu'au bout. Je me suis lancé un mauvais œil toute seule, tu vois. Ah ouais, tu vois, ça arrive. Non, on est vraiment à écouter jusqu'au bout. Ouais. Très bien, on le fera, t'inquiète. Ousmane, ton avis tranché ? J'en ai pas. Ah mince. Ouais, j'en ai plein en stock. Hein. Tu m'en passeras tout à l'heure. J'ai pas eu le temps de réfléchir sur tout ça. Oui, parce qu'il faut dire que j'ai appelé Ousmane à la rescousse en urgence. Voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, j'ai quelques idées en tête. Je suis sûr que tu vas nous trouver ça d'ici peu. Oui. Dans l'actualité, on parlera des bombardements qui ont cessé à Alep depuis 24 heures. Une trêve humanitaire entrera en vigueur demain dans la baie syrienne, mais à l'heure où nous parlons encore, il y a des affrontements qui continuent. Les casques blancs sont à pied d'œuvre pour sauver des vies. Certains d'entre eux d'ailleurs rencontreront ce soir François Hollande. Nous parlerons également de la colère des policiers français qui manifestent. Vous avez peut-être remarqué dans quelques villes. Ça a commencé à Paris, à Évry, puis un petit peu partout en province. Nous y reviendrons évidemment. Nous tenterons de comprendre cette colère des policiers. Et puis nous parlerons du malaise de la majorité suite à l'apparition du livre la semaine dernière sur François Hollande. La majorité qui se retrouve déboussolée par le livre donc de Confidence de François Hollande. Nous en reparlerons et tout à l'heure dans le j'aime ou j'aime pas à ne pas louper aussi. Alors c'est Manuel Valls. Il a complètement radicalement changé de discours sur l'islam. Vous verrez ça tout à l'heure. Ça frôle la schizophrénie quand même. Chacun sa radicalité. Hein. Oui, c'est ça. Mais pour l'heure et pour commencer, voici le zapping, messieurs dames. Le zapping, les meilleurs moments qu'il ne fallait pas rater à la télé, à la radio, sur internet, avec cet élan de solidarité à l'initiative d'un homme, Malik, qui a incité les quartiers, les cités à nourrir les migrants. Reportage consacré à ce bel élan de solidarité qui viennent des quartiers sur France 2. Et quand il y a une image positive qui nous vient des cités à la télé, on est preneur. Bienvenue à la table de la famille Kanté. La scène fait penser à un repas dominical. En réalité, dans quelques heures, ce plat ne sera pas dégusté dans ce salon, mais dans la rue, par des migrants. J'espère que ça pourra nourrir un certain nombre de personnes. Ça suffira pas, bien sûr, ça éradiquera pas le problème qu'il y a aujourd'hui en France, mais au moins on espère que ce plat-là pourra nourrir au moins quelques familles. Nourrir des migrants, chacun son tour. Le grand défi a été lancé sur Facebook par Malik, un habitant de Sarcelles, indigné par la situation des réfugiés. Tout le monde peut le faire.
Depuis, de nombreux quartiers reprennent l'initiative. Pour tous, l'idée résonne comme une évidence. Primo, on est des êtres humains. Deuxio, nos parents sont immigrés. Tertio, c'est quelque chose qui aide ton prochain. C'est, je pense, écrit dans tous les livres saints. Après 2 jours de travail, ça y est, les 176 repas sont enfin prêts et emballés. Il ne reste plus qu'à les distribuer. Embarquement immédiat pour Paris. Changer le véhicule, hein. Nous, on fait pas ça dans le but de changer l'image du quartier. Le but, c'est de faire du bien aux gens. On va se mettre sur le bout là-bas et vous mettez en file indienne. À Stalingrad, l'heure du dîner et de la solidarité a sonné. Bon appétit mon frère, bon courage à toi. Un peu de chaleur humaine pour ces migrants qui dorment dans la rue, sous la pluie et dans le froid. Ça va droit au cœur comme on le dit, non, franchement. Moi je m'attendais pas à une solidarité pareille. Et pourtant, les bienfaiteurs d'un soir repartent avec un pincement au cœur. On reste sur notre faim quand même, parce que tout le monde n'a pas mangé. Il y a encore du monde, nous aussi on va rentrer chez nous, on va manger, on va retrouver notre lit et notre confort. Et eux ils sont là, il y en a qui dorment à même le sol. Ça se trouve demain matin ils n'auront pas à manger, on sait pas. Demain matin et les autres jours, le grand défi va continuer. D'autres quartiers sont déjà nominés pour prendre la relève. Eh oui les gars, on va du 95 au 94. Donc à vous de relever le défi les amis. Nous on l'a fait. À chacun sa force, à chacun sa chance. On est ensemble. Voilà, belle initiative évidemment qui est en train de faire le buzz sur internet. On poursuit ce zapping avec un Benoît Hamon, candidat aux primaires socialistes qui auront lieu normalement au mois de janvier prochain. Très surpris par les questions de Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Bon, monsieur le candidat, bientôt vous allez obtenir la victoire que vous attendez depuis longtemps. Dites-moi laquelle, celle d'être président de la République, j'espère. La victoire de la droite. Pourquoi vous voulez que la droite gagne? Parce que vous êtes très actif pour réussir la défaite de votre camp. Oh, vous êtes en pleine forme ce matin. Qui va penser dans ce pays que Benoît Hamon est responsable de la division de la gauche? Et qui va penser à part Jean-Pierre Elkabbach? Mais personne ne pense ça. Que Benoît Hamon peut être président de la République. On vous souhaite tous les postes. Mais parce que ça n'est pas un rêve. Je ne sais pas quelle mouche l'a piqué, l'ami Jean-Pierre Elkabbach. On poursuit avec un accrochage hier survenu dans l'émission Cache Investigation, avec Christian Estrosi et Élise Lucet. C'était hier soir sur France 2. Demandez sans que vous n'ayez besoin de venir à ma rencontre, de pouvoir participer à votre émission dans les conditions du direct. Vous ne non, pouvez pas dire c'est totalement faux. Si, mon équipe de presse vous l'a sollicité. Non, c'est totalement faux. Je peux pas vous laisser. Non. C'est moi qui ne peux pas vous laisser dire, madame. On a reçu plusieurs courriers de votre service nous disant que vous ne vouliez pas venir. Ah non. Écoutez, on peut se dire toute l'émission que c'est faux. Ah non, on a les courriers. Alors attendez. Je sais parfaitement que j'ai demandé en toute transparence à pouvoir être là. Vous allez publier. Et si je suis là, madame Lucet. Attendez, monsieur Estrosi. Si je suis là, c'est parce que j'assume. J'assume parfaitement. Monsieur Estrosi, vous publiez vos documents. On va publier nos documents et on verra. Sur votre antenne. Monsieur Estrosi, ce sont des courriers de février et de mai dernier de votre équipe. À aucun moment, votre équipe ne nous propose que vous veniez en direct sur notre plateau. À aucun moment. Courrier reçu en recommandé. On va les publier sur le site internet. Vous m'avez sollicité pour me dire le 18 octobre prochain. Oui, moi je vous sollicite. Nous aurons Cache Investigation. Oui. Est-ce que vous accepteriez? Oui, on est d'accord. Dans ce sens-là, oui. Nous rencontrer. Il y a 8 jours. Et pour finir ce zapping, une étude révélée aux États-Unis, faite par les psychologues américains, qui révèle que le stress de la présidentielle a envahi tout le pays. À quelques heures maintenant du troisième et dernier débat entre Hillary Clinton et Donald Trump cette nuit. Une étude de l'Association des psychologues américains conclut que cette campagne électorale est devenue dans le pays une source de stress majeur. 52% des Américains sont stressés ou très stressés par l'élection. À tel point que cet hôtel de Boston, par exemple, propose désormais des offres sans élection, en coupant les chaînes info dans votre chambre et en barrant des articles dans les journaux. Ailleurs, certains essaient de rendre ça plus sympathique. D'habitude, c'est Halloween qui est pour moi la plus grande peur de l'année, dit cette femme. Maintenant, c'est l'élection. Qu'elle se rassure, il ne reste plus pour ceux qui stressent que 22 jours, avant peut-être de stresser pour de bon. 22 jours aux États-Unis et en France, 6 mois et demi. Il y a encore de quoi stresser en France, surtout qu'on est bien gâté dans ce domaine. Allez, je vous laisse me réserver vos réactions de ce zapping dans un instant. On se fait la pub en 2 spies et on est de retour très vite. Le grand forum sur France Magazine de merci d'être avec nous avec Ousmane Timera et Sabrina Artiste aujourd'hui pour nous accompagner, pour commenter l'actualité bien sûr. Alors dans le zapping, il y a quelque chose qui a retenu votre attention? Alors, pas grand-chose, comme je le disais hors antenne.
Alors voilà, vraiment le terme, ça n'a pas retenu mon attention outre mesure. Peut-être, et encore, le clash, mais pas forcément dans le sens positif du terme. Je trouve ça tout sauf professionnel de faire ça de la sorte. Mais autant l'un que l'autre. Ouais. Voilà. Ousmane, sur les questions d'El Kabbach sur Benoît Hamon. Ils sont ridicules. Ouais. El Kabbach, de toute façon, il en est pas ça après. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt ce que j'ai un peu retenu. C'est ce qui se passe à Alep. Alors, on dit que les Russes et l'État syrien ont cessé les bombardements afin d'aider aux grandes générosités les survivants à pouvoir se soigner, laisser les humanitaires faire leur travail, et ça me fait rappeler ces passages du Coran qui reprochaient aux religieux le double discours suivant, qui est de respecter la loi divine, de ne pas la respecter d'une part quand ils demandent à ce que la vie reste sacrée et que les uns les autres ne nous expulsions pas de nos demeures d'une part, et puis ensuite on utilise la loi quand il s'agit de traiter les prisonniers et d'échanger et de faire des rançons. Comme quoi les temps passent, mais les principes, les règles de transgression restent les mêmes. D'un côté on tue sans compter les êtres humains, et puis de l'autre côté on se fait quand même un petit saupoudrage humanitaire en se disant, vous voyez, on est assez gentil, on va laisser aux bras cassés et aux jambes manquantes la possibilité de se faire enterrer tranquillement dans la dignité. Sauf que c'était pas dans le zapping, mais c'est un sujet qu'on va aborder tout à l'heure. Non, monsieur. Ah bon? Non, preuve que vous l'avez super bien écouté. On n'a pas parlé d'Alep dans le premier sujet. D'ailleurs, ça prouve que vous n'avez pas écouté tous les deux, parce que le premier sujet, je pensais que vous avez tous rebondir. Sabrina. Puisque j'ai dit que ça ne m'avait pas marqué. Le premier sujet était cette formidable élan de solidarité lancé par un certain Malik sur Internet, qui a incité tous les quartiers populaires et les cités à faire des repas pour les réfugiés. Et ça a fait un buzz de ouf. C'est à cause de Sabrina. Tu vois, finalement, ce duo, il est Est-ce que tu m'as posé la question? Voilà. Donc, oui, mais j'avais vu ça à la télé, effectivement, et pas ça dans fait un buzz de ouf. Du coup, ça s'est exporté même dans plusieurs quartiers de France. C'est une très belle action. Et je suis très fier que ça vienne des quartiers populaires. Et pour le ça a commencé à Sarcelles. Pour le coup, oui, franchement, ça, c'est très beau. Je salue cette initiative. C'est très beau, et ça change un peu l'image qu'on donne de nous. Ben, ça donne de l'humanité à ce qui était déjà le cas, en fait, dans ces quartiers, dans ces cités qu'on ne voulait plus montrer. Hein. C'est ça. Bon, bah, c'est bien. Alors, on va remettre rattrapé, là. C'est ça. On revient. Et ben justement, puisque t'en parlais, on va en parler. Donc tous les regards sont concentrés sur Mossoul, la plus grande ville chrétienne que l'armée irakienne, et la coalition tente de reprendre aux terroristes. La bataille donc s'annonce longue et difficile. Barack Obama l'a reconnu d'ailleurs. Depuis lundi, les soldats irakiens appuyés par les Peshmerga, mais aussi les militaires français et américains, ont investi plus d'une dizaine de villages autour de la ville. La progression des troupes est délicate car les terroristes Daesh ont piégé les accès de la ville et les habitations. Hier, les forces fédérales sont entrées dans Karakosh, situé à une quinzaine de kilomètres de Mossoul. Leur arrivée a été saluée donc par les chrétiens réfugiés dans cette localité. Et ça, c'est pour l'Irak, bien sûr, parce qu'on se doit d'en parler. Ça a démarré depuis lundi, cette offensive. Alors, pour ce qui est d'Alep, eh bien, les bombardements se sont tus depuis 24 heures. Les quartiers est de l'ancienne capitale économique connaissent un répit dans les raids menés par la Russie, et l'armée syrienne de Damas. En revanche, sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Cette pause dans les frappes intervient donc avant la trêve humanitaire que Moscou et Damas ont décidé d'observer demain pour permettre l'évacuation des blessés et des malades et des rebelles donc qui le souhaitent. Dans les ruines des bâtiments effondrés, de nombreux Syriens des casques blancs participent aux opérations de sauvetage pour tenter de secourir les blessés. Ces hommes sont des civils volontaires. La trêve qui va entrer en vigueur donc demain doit durer 8 heures et pour eux ce n'est pas suffisant. Plusieurs ont rencontré des députés français à l'Assemblée et sachez que ce soir ils s'entretiendront avec François Hollande. Ils affirment avoir sauvé 70 000 vies dans toute la Syrie dans leurs différentes interventions depuis leur arrivée sur le terrain. Mais plus le conflit avance, plus la tâche de ces casques blancs se complique. Alors votre regard, donc Ousmane, on a bien compris un petit peu quel était ton regard sur cette trêve humanitaire. Sabrina, est-ce que c'est une bonne chose? 8 heures, est-ce que ça suffit? Et est-ce que finalement cette trêve humanitaire va pas permettre au camp d'en face et aux terroristes de s'organiser finalement?
Alors déjà, est-ce que c'est possible d'envisager de se dire qu'une trêve de 8 heures est suffisante ? Non. Une trêve tout court, oui. Le souci, c'est vraiment d'être en suspens comme ça. J'ose à peine imaginer au-delà de la destruction physique et matérielle, la destruction psychologique en fait qui se trouve parce que tu te dis pendant 8 heures, c'est comme le souffle coupé en fait, et on attend la prochaine. Enfin non, ouais. Enfin moi non, je peux pas souscrire à ça parce que en fait c'est comme si on était là, bon, on va faire une pause, le temps de voir ce qu'on peut gérer. Je vulgarise. Le temps de voir ce qu'on peut gérer, d'accord, pas d'accord, ouais, les autres se préparent, nous non, ouais, les accords économiques ou pas, politiques ou pas. Puis en attendant, juste histoire de se rappeler, il y a une terre avec des êtres humains, d'accord, qui sont les premières victimes. Et trêve ou pas, elles en restent toujours la cible première. Donc non quoi. Non, c'est 8 heures. Pour moi, c'est factice, honnêtement. Très bien, on va accueillir nos auditeurs qui sont là, on va accueillir une auditrice même qui est avec nous, bonsoir. Bonsoir, salam alaikum, bonsoir à vos invités. Bonsoir. Alors moi je vais faire du hors-sujet, je voulais juste envoyer un petit message à tous les collègues qui sont enfin en vacances ce soir, et j'ai également une pensée pour les 2 collègues qui ont malheureusement été agressés. Je trouve un petit peu dommage que ce soit pas à l'ordre du jour dans les débats pour les primaires, pour les présidentielles. Alors attendez, on va juste repasser le contexte parce que tout le monde ne vous connaît pas, ma chère amie, vous êtes professeur. Oui. Professeur d'anglais même. Yes. Voilà. Yes. J'ai besoin en plus de cours d'anglais. Donc si vous avez des renseignements pour ceux qui veulent pas chanter du ce week-end. Si vous voulez, ouais, faudrait que je fouille parmi mes connaissances. Moi, si j'avais le temps, ce sera avec plaisir. Mais je suis débordée entre ma vie de maman et ma vie de professeur à l'extérieur. Alors, professeur agressé, moi j'en connais un du côté d'Argenteuil, c'est ça ? Oui, c'est celui d'Argenteuil, et puis il y a également le proviseur d'un lycée professionnel à Tremblay en France. Oui, c'est ça. Et lycée Hélène Boucher. Voilà, j'avais une petite pensée pour eux parce que je me dis que le métier est plutôt en crise depuis déjà quelques années, et puis ça devient malheureusement de plus en plus difficile. Oui. Nous, dans notre établissement, on a une fuite des élèves vers le privé malheureusement, donc on perd des classes, et bientôt ça va être les postes qui vont être aussi en jeu, voilà, parce que les derniers collègues qui sont arrivés sur l'établissement risquent après de se retrouver à être à cheval sur 2-3 établissements pour boucher un petit peu les trous. On a également des collègues pareil, lorsque il y a des absences de longue durée, on a de plus en plus de mal à trouver des TZR. Donc TZR, c'est les titulaires en zone de remplacement, donc on fait appel aux contractuels. Ouais. Et c'est vrai que voilà, j'ai ma fille qui me parle en même temps. Moi, je vous en prie. Donc voilà quoi, je voulais juste envoyer un petit message de solidarité. Très bien, bonnes vacances en tout cas à vous. Merci. Vacances méritées. Et puis à une prochaine. Alors. Est-ce que vous savez pourquoi d'ailleurs, vous devez le savoir, pourquoi les vacances scolaires commencent un mercredi et les cours reprennent un jeudi? Alors c'est un mystère. Non, c'est pas un mystère. La dernière fois j'avais entendu Madame Fallot Belkacem. Alors je ne sais pour quelle raison, je ne me souviens plus vraiment de la raison qu'elle avait évoquée. Je vais vous expliquer. Mais il semblerait que c'était beaucoup plus simple de faire débuter les vacances en milieu de semaine. Alors moi ça me paraît plutôt compliqué, même en termes d'organisation au niveau des cours. Ça m'a un petit peu perturbé dans mon organisation. Donc je sais pas si c'est un rapport avec les professionnels du tourisme ou si non, pas du tout. Le rush sur la route, je ne sais pas. Pas du tout. En fait, c'est très simple. La rentrée scolaire a eu lieu un jeudi. D'accord. Et donc, par habitude, on a l'habitude de faire 7 semaines d'affilée et ensuite des vacances. Et donc, voilà, c'est tout simplement ça. Donc, le fait qu'on soit en vacances donc un mercredi, enfin, soit, pas nous, hein, mais vous, oui. et que vous repreniez les cours donc le 3 novembre. Et sachez d'ailleurs que pour la rentrée scolaire des vacances de Noël ou de fin d'année, eh bien, la reprise des cours se fera non pas le lundi 2 janvier, mais le mardi 3 janvier. Ah, tu nous annonces la nouveauté là. Oui, parce que pour se remettre en fait des fêtes de fin d'année, dit-il. Ouais, non, mais voilà. On marche un peu sur la tête quoi depuis la rentrée, mais bon, on fait avec. Bon, c'est toujours bon à prendre un petit jour de plus quand même, hein. Ah oui, c'est sûr qu'on va pas cracher dessus entre guillemets, hein, c'est sûr. Bon, écoutez, bon courage et bonnes vacances et restez vaillantes. Merci à vous. Samir est avec nous aussi. Salut Samir, salam alaikum. Alaikum salam, bonjour à tous. Bonjour. Alors ça sera très rapide, hein, c'est concernant Alep, Mossoul, tout ça. Oui, on t'écoute Samir.
soudainement, comme ça, l'attention médiatique est portée sur Mossoul. On parle de moins en moins d'Alep, mais parce que, soi-disant, il y aurait une trêve, que, voilà, elle serait respectée. Mais, voilà, moi, en tout cas, en croisant les sources, en croisant les informations, il s'avère que, voilà, Alep est en train de redevenir, en tout cas, une ville syrienne à part entière. C'est une super bonne chose. Les Russes, Assad, les Iraniens sont en train de faire le boulot. Les mercenaires de l'OTAN sont en train de, voilà, sont en train de même demander de se rendre. Vous voyez, de se rendre. C'est quelque chose d'assez nouveau. Il y a même une pétition qui est en train de circuler en fait sur Fabius. Je sais pas si vous le savez. Sur la désinformation et le mensonge qu'il y avait eu, comme quoi Assad en fait avait utilisé des armes chimiques sur son peuple. On entend toujours le même scénario. Hein. Vous vous rappelez d'il y a en 2003 où Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, ou fut une époque. C'est toujours le même scénario qui se reproduit avec une propagande et une désinformation. Donc voilà. Donc Alep libéré, l'OTAN est en train de perdre main. Donc l'attention médiatique sur Mossoul. Mossoul, on ne sait pas ce qui va y s'y passer, mais restons vigilants sur. Moi, l'objet de mon appel, c'est de rester vigilant sur l'information en France. Voilà, donc à chaque fois de vérifier, de croiser les sources et d'aller à la source parce que moi je ne fais nullement confiance à nos médias. C'est tout ce que je voulais dire. Eh ben c'est dit mon ami Samir, à bientôt. Merci, au revoir. À bientôt, au revoir, merci de votre appel. 08 92 23 99 50. Oui. Il y a quand même un truc à dire sur ce sujet-là. Vas-y, je t'en prie. Moi je suis assez étonné justement de la vision binaire que nous avons quant à la lecture de l'actualité, notamment sur ce qui se passe là-bas. C'est-à-dire par animosité bien placée sans doute, ou en tout cas par réaction par rapport à la présence américaine et aux dégâts que celle-ci et ses alliés créent dans ces territoires-là, on en vient à encenser la présence russe. Comme si au fond un envahisseur en valait un autre. Parce que moi je pense que les Russes sont ici pour défendre non pas la veuve et l'orphelin, mais leurs intérêts. Et c'est la même logique en tous les cas de domination et de colonisation qui perdure là-bas. Je fais juste rappeler ce que la Russie a fait subir à la Tchétchénie musulmane. Donc faut pas l'oublier. Il faut pas oublier tout ça. Et moi je pense qu'il y a au début, il y a eu un conflit qui a commencé. Le peuple a demandé sa liberté. À la suite de ce qu'on appelle les printemps arabes, l'a demandé pacifiquement et en réaction, le pouvoir syrien a commis un certain nombre des actions contre son peuple. C'est dans ce conflit-là qu'ensuite les autres ont mis leurs mains dans cette affaire. L'Arabie Saoudite, le Qatar, des jeunes de la Tunisie, du Maroc et du monde entier avec Daesh, etc., etc. Et s'en est mêlé aussi les histoires de Saïs-Picot et tout ce qui va avec. Mais à l'origine, il y a quand même des gens à Alep, en l'occurrence, qui sont des rebelles contre le pouvoir syrien. Et ils ont raison de ne pas être d'accord avec le régime syrien, un régime qui a quand même pris les armes contre son propre peuple. Donc il faut pas oublier cette affaire-là. Au-delà des intérêts occidentaux et russes qui sont en confrontation, il y a quand même des personnes qui ont levé la tête, qui ont essayé de changer l'état des choses. Est-ce qu'ils se sont trompés dans les stratégies à mener? Je pense qu'il y a des choses à voir, mais faut pas les oublier. Alep, c'est pas des pro-occidentaux qui luttent. Ce sont les rebelles initiaux qui sont là-bas et qui ont lutté vaillamment, montrant ainsi que dans cette communauté, je dirais musulmane, mais en tout cas arabo-musulmane, il y a encore du sang qui coule. Sauf que Alep, Ousmane, est comme une grosse partie de la Syrie. Il y a les différents groupes, parce qu'ils sont plusieurs. On parle souvent de Daesh, mais il n'y a pas que Daesh. Al-Nusra. Moi, pour moi, je les mets tous dans le camp de Daesh. Al-Qaïda, hein, voilà. Ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Voilà, ce sont des gens qui sont venus de l'extérieur. Mais à la base, il y a quand même un peuple qui s'est levé contre un avec un pouvoir autoritaire. Mais après, par qui il a été armé cette rébellion? Je ne sais pas. Eh ben voilà, mais c'est là aussi que ça a commencé. Elle a été armée par les pays du Golfe en particulier. On le sait aujourd'hui. Maintenant, on a des visions. Qu'elle a été armée à un moment donné, c'est au départ, elle était pacifique cette révolte. Pourquoi est-ce qu'elle est passée à la révolte armée? Parce que pour des intérêts de certains pays. Non, ça c'est en amont. Ça c'est en aval. En amont, il y a eu un conflit qui n'a pas pu se régler pacifiquement entre Bachar al-Assad et son régime et ceux parmi qui dans sa population
apparemment qui étaient quand même majoritaires ou pas, en tout cas ils étaient nombreux, qui demandaient un changement de régime. Oui. Si à un moment donné le régime en place avait non pas utilisé les armes mais le dialogue pour pouvoir discuter, on n'en serait pas venu là. Donc en amont, il y a eu un conflit d'abord. Il y a eu un conflit, un conflit qui est que on en a marre du régime dans lequel nous nous trouvons. Oui. On voudrait changer de régime. Bon. Sauf que cette révolte, elle a été encore une fois armée. Ensuite, par elle a des été pays étrangers. utilisée, manipulée. Voilà. Armée, bon, par qui, par quoi et comment, ça c'est une autre affaire. Mais ça n'enlève en rien la On a les légitimité. réponses, Ça n'enlève en rien la légitimité de ceux qui voulaient qu'il y ait un changement de Bien régime. sûr, mais ça, et personne cette ne la remet en légitimité, cause, cette elle reste légitimité. quand même en place. Parce que Bachar al-Assad, malgré le fait qu'il peut être politiquement nécessaire qu'il soit présent pour pouvoir stabiliser la suite, il n'a aucune légitimité pour diriger ensuite la Syrie, tant que les conditions démocratiques, de liberté et de représentativité de l'ensemble de la population syrienne ne sont pas présentes. Sauf que c'est au peuple syrien de décider. Certes. Voilà. Est-ce que Bachar al-Assad va le laisser? Est-ce que le peuple syrien est réellement en droit de pouvoir décider quelque chose à ce jour? À ce jour, non. Voilà. Enfin, il y a plus rien qui marche Existe-t-il concrètement dans encore ce un pays. peuple syrien, malheureusement? Oui, il existe un peuple syrien qui s'est Alors, éparpillé je un petit parle peu partout. Voilà. En Syrie, tu veux dire? Non, je parle vraiment du peuple syrien, je parle à l'échelle humaine. Existe-t-il encore des civils en fait qui sont complètement détruits en fait? À partir de ce moment-là, il y a différents combats, il y a différents points de vue, il y a différentes façons d'avoir un regard analytique sur la situation. Ceci étant, je reviens toujours sur ce qu'il y a à dire parce que pour moi c'est la genèse en fait de toute cette souffrance, c'est qui paye. Voilà. Et donc, et qui a la parole? Sûrement pas ce peuple. Ouais. Ça c'est clair. Il n'a pas la parole et il est même invité. Enfin, il n'a pas invité. Il est forcé à quitter. Il est forcé à un mutisme physique. C'est non. C'est effroyable. Aujourd'hui, on est là. On peut débattre des heures et des heures. La situation, elle n'amène que du débat en fait. Mais en fait, il faut remettre les choses dans leur contexte. On rappelle ici souvent, Ousmane, que tout est parti au départ, ce pourquoi les rebelles ont été armés, parce que c'était un contrat de gazoduc et la Syrie avait le choix entre deux pays, l'Iran d'un côté et Qatar, Arabie Saoudite, Turquie de l'autre, sauf que la Syrie a choisi l'Iran, ce qui a évidemment vexé, énervé tous ces pays qui, pour des raisons qui leur appartiennent, ont décidé de profiter, j'allais dire, de cette rébellion du peuple syrien contre Bachar al-Assad pour armer cette opposition, et on a vu ce que ça donne, un bain de sang. Mais cela moi je suis d'accord, on peut être d'accord avec ces Je ne dis pas là que Bachar al-Assad n'a tué personne, mais moi bien au contraire. Je dis qu'à la base, si Bachar al-Assad a eu à faire face non pas à des armées extérieures, mais à une révolte intérieure, c'est qu'il y avait un problème à l'intérieur. C'est clair. Ensuite viennent s'agréger les différents intérêts qui, c'est vieux comme le monde, hein. Il y a des rapports de force entre les grandes puissances, et puis les pays qui sont pas en capacité de se défendre, ils se font bouffer. Mais l'une des raisons pour lesquelles ces petits pays-là n'arrivent pas à se défendre, c'est entre autres parce qu'à l'intérieur, il n'y a pas de cohésion nationale, il n'y a pas de partage des richesses, il y a une dictature qui dure pendant des années et des années, et s'il y a l'occasion est donnée pour dégommer le dictateur, personne va le pleurer. Malheureusement, c'est ça. Et puis ensuite, effectivement, c'est utilisé par les grandes puissances comme un moyen de déstabiliser l'ensemble de la région. C'est pour ça que j'estime aussi que ces révoltes-là se sont passées avec des erreurs stratégiques immenses et un timing qui n'était pas le bon. Je pense que ils auraient dû attendre. La question que je vous pose à tous les deux, est-ce que le fait que l'armée syrienne soit aidée par la Russie pour reprendre des localités, et l'Iran derrière bien sûr, le Hezbollah, est une bonne chose? Alors il y a un mot intéressant dans ta question, Christophe, aider. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Est-ce que c'est une réelle aide? Ah bah non, c'est une aide par intérêt, tout le monde le sait. Merci. Voilà. Merci. Oui, la Russie, ils sont pas là pour les beaux yeux de Bachar al-Assad, ils sont là pour sauver leurs intérêts. Nous ne sommes pas sans savoir que il y a une certaine, il y a un parti en fait dont le bruit court que ce serait quand même. Alors je suis pas en train de dire que je le prône, que je le soutiens, mais ceci étant, il faut l'entendre aussi que le bruit court aussi, que c'est un petit peu le point de départ depuis que la Russie a posé un peu le nez là-dedans d'une éventuelle troisième guerre mondiale.
Voilà. Oui, bah ça on en parle de plus en plus. D'ailleurs, la presse russe en parle, la presse chinoise aussi Mais en j'ai le parle. sentiment que tous les 10 ans on en parle aussi. Hein. Oui, Voilà. c'est un fantasme. Alors honnêtement, j'espère que c'est un fantasme. Mais les fantasmes sont quelquefois faits pour être réalisés. Mais le Ouais, fantasme, il y en a qui essayent. le fantasme est le fruit d'un désir. Là, en l'occurrence, c'est tout sauf fantasmagorique que de s'attendre à une troisième Il y guerre en a qui mondiale. le désirent, qui la désirent cette guerre. Il y en a. Il y en a. Il y en a. Faut pas le nier. Mais le peuple, non. Ah oui, bon, évidemment, ça, le c'est sûr. peuple il demande qu'à retourner chez lui, à reprendre ses activités. Quand on sait que des médecins, des gens qui avaient une situation en Syrie ont dû quitter un pays alors qui était le leur, la Syrie, Finalement, pour un l'un des pays pays qu'ils ne connaissaient pas. un pays Quoi. qui n'est que le reflet de notre propre pays. Je parle toujours en termes de populace, qui n'est que le reflet de notre pays, c'est-à-dire des gens qui œuvrent pour vivre leur quotidien de vie, que ce soit socialement, professionnellement et dans tous les sens du terme, et qui se retrouvent aujourd'hui être mais délaissés complètement comme des je crois que même le terme sous-homme n'est pas assez fort. Je reviens sur un terme qui m'a assez marqué, la fameuse expression la jungle de Calais. Ouais. Je lisais il y a pas longtemps quelque chose à cet va effet et être que démantelé, je rejoins. Mais c'est vrai ça, pourquoi on utilise la jungle? Mais moi, ça m'a toujours étonné. Les animaux vivent dans une jungle. Ouais. Dans une jungle. Mais ça en Là, dit en long. l'occurrence, ce sont, merci, voilà, exactement. Ce sont des hommes, des enfants, des êtres humains, en fait, tout comme nous, ici, aujourd'hui, et ce petit mot, et je le dis souvent, même dans mes vidéos aussi, d'ailleurs, attention au pouvoir des mots. Attention, parce que même si on le sous-estime, ça vient s'injecter dans ton inconscient. Est-ce que tu as vu les images de l'endroit où ils vivent? Mais attends, on parle pas du lieu et les conditions dans lesquelles ils sont accueillis. Parce que là, on est tous les là pour le conditions, condamner, c'est- on Christophe. peut parler d'une parle jungle, des... hein. Non, excuse-moi, on parle des personnes Ouais. qui souffrent de vivre dans ce lieu. Ouais. D'accord. Ouais. Mais on n'appelle pas ça la jungle. C'est-à-dire dans la jungle, tu inclus aussi l'humain. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je veux dire, l'être humain qui vit dans une situation délabrée, dans un lieu délabré, dans un lieu qui n'est pas honorable à sa dignité humaine. Là, je suis d'accord. La jungle, ça prête pire qu'à C'est pour confusion. ça. Moi, c'est Non, mais ça ça que j'ai prête pas qu'à retenu. Hein. confusion. Moi, pour moi, ce mot jungle traduit réellement l'idée que l'on se fait de ces hommes. Ils ne sont pas comme nous. Ils sont même mieux que nous normalement. Hein. Non, Il y en non. a quand même qui ont des situations Non, sociales et professionnelles. je parle pas de Mais ça. Non, je te reprends pas, je te Ah. rejoins. Dans le sens où c'est important de se dire ces gens-là quand même. Tu t'éclates là, Chris. Ah, Tu dis ouais, ça y est, ils sont là tous les deux. Mais ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont utilisé ce mot l'ont utilisé à bon escient. Oui. Je suis d'accord. Alors, ça en dit long sur l'idée que l'on se fait des rapports entre les êtres humains. C'est pour ça que des Syriens, des enfants qui se noient, qui se font buter, tuer, on peut même montrer ça à la télé, il y a rien du tout. Par contre, lorsque à Nice, il y avait une personne qui était le pauvre, qui était assis devant le corps de sa femme. On a reproché aux journalistes, ou en tout cas à la personne qui avait filmé, de l'avoir filmé parce que c'était indécent. Oui, c'était indécent et ils ont raison de dire ça. Mais pourquoi c'est pas indécent quand il s'agit des autres? Donc il y a un souci. Parce qu'il y a exactement, on échelonne, on compartimente. Voilà, bon, celui-là est plus digne que l'autre. Il y a un curseur, de toute façon, on le sait, médiatique, auquel France Maghreb 2 n'appartient pas. Il y a un curseur. Merci de le rappeler. Non, mais c'est vrai, c'est important de le dire. Il y a un curseur de la souffrance médiatique qui est juste. De toute façon, l'exemple en est donné cruellement tous les jours quand il y a un attentat à Kaboul ou quand il y a un attentat non mais allons à plus près, Bagdad. Christophe. Est-ce qu'on peut Ça parler fait même pas d'Haïti une en brève. fait? Ouais, Est-ce qu'on peut Haïti, parler bah, d'Haïti? Haïti, carrément, Voilà, Haïti. tout simplement. Voilà, tout simplement. Catastrophe Haïti, ça serait passé d'ailleurs, je sais pas, je vais même dire aux États-Unis, on en aurait fait pendant une semaine et c'est bien normal. Mais Haïti, on est habitué. Allez, Haïti, ils ont ça de toute façon tous les 3-4 ans. Malheureusement, on est habitué. Donc une raison de plus pour faire en sorte que ce soit à nous de chercher l'information et au-delà de mais la on chercher. est coupable aussi, Sabrina, nous tous, hein, parce que moi je sais, et je rappelle souvent qu'on était très nombreux à juste titre à sortir dans les rues de Paris pour dénoncer la situation de Gaza lorsqu'elle était frappée pendant les 50 jours de bombardement de l'armée israélienne. Aujourd'hui, il n'y a pas grand monde, on n'est pas nombreux à gueuler pour ce qui se passe en Syrie. Et ça, c'est tragique. Alors, ça en dit long aussi sur notre Pour comportement. reprendre ton expression gueuler, j'aurais tendance à dire que juste ce que moi je voulais soulever, c'est de se dire n'hésitez pas à aller chercher de votre propre chef l'information et ensuite, ce n'est pas tout le fait de l'avoir l'information et ensuite de se de s'offusquer ou d'être animé par une émotion colérique. Voilà, de tout simplement de se dire maintenant que je sais ça, qu'est-ce que je peux faire? Ouais, ben on peut agir. tous faire quelque chose. Exactement. Tous. Voilà. À tout de suite. Les avis tranchés, t'en as trouvé un, Ousmane?
Non. Ça vient? J'ai même pas réfléchi. Je te laisse encore la pub. À tout de Merci. suite. Le grand forum sur France Maghreb 2 avec Ousmane Timera et Sabrina Artis qui sont là sur France Maghreb 2 en direct avec nous, et dans un instant on recevra Austin Power avec nous pour parler de cette grande soirée qui se profile à l'horizon. Sabrina, le 28 octobre prochain. Du côté de Nanterre, on en reparlera dans quelques minutes. Alors l'avis tranché de Sabrina dans quelques petites secondes. Sachez qu'elle est en direct sur sa page Facebook. Alors comment on fait pour aller sur ta page Facebook? Comme ça, toi? Bah ouais, attends. D'accord. Avec du coca, hein, les gars. Non, c'est pas vrai. Coca. C'est pas vrai. Ça balance. Vraiment, quelle honte. Donc oui, ma page Facebook, donc c'est Sabrina et artiste HEARTIST. Artiste Sabrina. Yes. Voilà, vous allez, je vous laisse le temps d'aller comme ça sur Facebook, comme ça vous pouvez voir en direct. Rater en direct. Voilà. Mais de toute façon, vous pourrez revoir parce que la vidéo reste de toute façon. Ouais. Donc on y va, c'est parti. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Oh mais non, loin de nous cette idée de vouloir piétiner Sabrina Artis, mais simplement l'écouter pour nous parler du mauvais œil. Le mauvais œil. Impossible pour moi de ne pas vous parler du mauvais œil. J'entends d'ici les sceptiques m'écouter à demi-mot. J'entends d'ici les personnes lassées de ce genre de sujet s'éreinter à condamner mes propos. Laissez-moi vous dire une chose, une seule et même chose, écoutez-moi jusqu'au dernier mot, et je vous garantis que nous nous accorderons tous à avoir la même optique. Et sans jeu de mots, non, le mauvais œil n'est pas qu'une question de point de vue. Non seulement nous souffrons énormément du mauvais œil, mais nous le pratiquons également beaucoup trop souvent. Victime et coupable à la fois. Est-ce une question de foi ? Ma foi, vous dirais-je, le mauvais œil fait des dégâts plus que considérables. Misérables que nous sommes à encore croire aux fables, on en devient beaucoup trop affable. Tandis que certaines vérités, nul n'est prêt à les entendre. Pas très grave, hein, je vous ouvrirai les yeux avec plaisir. Car oui, le mauvais œil cause beaucoup trop de dégâts. Il l'anéantit, il détruit, et parfois même de manière irrévocable. Cela peut être inconscient, voire pire, fait consciemment. Un simple petit mauvais œil aurait donc autant de pouvoir? Non, croyez-moi, je ne lui accorde pas trop d'importance. Je vois tous les jours autour de moi les conséquences néfastes de ce fléau. Oui, j'utilise les grands mots. Vous souvenez-vous de ma requête au début de cette chronique? M'écoutez jusqu'au bout? Eh bien, nous y voici. Comment y remédier? À commencer par définir une chose. Cessez d'occulter que le mauvais œil n'est que occulte. Et oui, il en est un qu'on oublie beaucoup trop. C'est ton regard sur le monde, ton regard sur les autres, ton regard sur toi-même. Le mauvais œil, cette mauvaise façon de voir la vie qui s'offre à toi. Le mauvais œil, ce mauvais regard que tu poses sur ton passé, ton avenir et sur ce que tu es aujourd'hui. Le mauvais œil, ce mauvais regard que tu poses sur tes capacités à t'en sortir. La vie est belle, dit-on. La vie est cruelle aussi. En réalité, c'est comment tu décides de voir ta vie, ce que tu ne vois plus de bénéfique pour toi, au profit d'un regard triste défaitiste. Tu l'auras compris, ce jeu de mots avec l'expression mauvais œil est tout sauf un jeu. Cesse de regarder ce qui t'entoure avec autant d'obscurité. Ce n'est pas parce qu'on te peint un tableau sombre que tu dois le voir triste. Ça pue la positivité, tu dis? Alors bouge-toi le nez, car je ne suis pas prête de m'arrêter. Impossible pour moi de taire un phénomène comme celui-ci. Regarde-toi en face, et puisque tu n'as aucun pouvoir sur ce que tu endures chaque jour, je t'invite à reprendre le pouvoir sur ta vision des choses. Si tu décides d'optimiser ta perception des choses, crois-moi, tu appréhenderas la vie avec un misérabilisme émotionnel en moins dont tu n'as absolument pas besoin. Alors, si le mauvais œil existe, tu l'auras compris, l'œil positif aussi. Qu'attends-tu pour ouvrir les yeux? Le mauvais œil, mon cher Ousmane, ça t'inspire quoi? Ça m'inspire beaucoup d'admiration. Et c'est un mot que je délivre rarement à quelqu'un. T'es en direct là, tout le monde t'a entendu. Oui. Mais c'est vraiment pensé. Le verbe est fort, il est créateur. Et cela féconde beaucoup de choses en mon cœur. Parce que effectivement, on parle souvent du mauvais œil, mais dans le sens occulte. Alors que nous sommes pris et emprisonnés par l'autre bien réel qui nous empêche de voir la réalité dans toute sa beauté. Énormément de dégâts dont nous n'avons plus conscience. Et je me rends compte que même nous, quand on parle à la radio, nous sommes extrêmement critiques. Donc nous portons un
un mauvais œil entre guillemets sur les choses, alors qu'il serait bien aussi de savoir aussi y ajouter le bon œil qui permet justement d'être plus constructif et plus créateur. Donc bravo, je trouve ton analyse extrêmement profonde. La profondeur est aussi ne peut être profonde que derrière des mots beaucoup plus profonds en soi et à la hauteur de cette beauté. Donc bravo. Il est tombé sous le charme. Non, vraiment bien. Hein. Moi j'aime bien les belles phrases et là c'est magnifique. Merci. Puis j'espère que ce sera accueilli de la même manière auprès de tous et en tout cas s'envoyer avec beaucoup de bienveillance. Soyez bienveillants envers vous-même. Cessons d'être critiques envers soi-même. C'est vrai que dès qu'on a un problème, on dit ça y est, je suis touché par le mauvais œil. Bah moi j'y crois pas à la base dans ces histoires-là. Alors ça c'est encore un autre sujet, Christophe. Pitié. Mais j'aime bien le double sens qu'il y a derrière et c'est bien. Exactement. Non mais si, ça me rappelle beaucoup de gens moi qui me disent franchement en ce moment ça va pas trop, j'ai plein de problèmes, etc. Je dois être touché par la haine ou je sais pas quoi là. Ouais, la haine, ouais. Ça aussi, ça peut être interprété dans ce sens-là aussi, Sabrina. Mais justement, Sabrina est venue briser un peu les reins de cette idée farfelue, qui est en fait un mauvais œil que l'on porte sur soi. Mais un œil néfaste, un œil, c'est-à-dire, j'espère que tout le monde l'aura bien compris. On n'est pas en train de dire que le mauvais œil occulte n'existe pas. Ce n'est pas du tout le sujet. Ceci étant, c'est toujours bon de le rappeler. Moi, j'hésiterais pas à dire qu'il n'existe pas. Mais bon, ça c'est une autre affaire. C'est un autre sujet. Tu l'auras compris. Par contre, ce mauvais œil dont moi je parle ici, il existe, on est tous d'accord pour ça, et il est néfaste. Et attention, on a un poids et un pouvoir sur le fait de pouvoir changer mon regard sur autrui et mon regard sur moi-même et de pouvoir le positiver, l'illuminer et encore une fois, comme je dis, si ça pue la positivité, bouge-toi le nez parce qu'on n'est pas prêt de s'arrêter. On en a besoin, absolument. C'est vrai. Sabrina, j'ai fait exprès de parler du mauvais œil dans ce sens-là pour que les gens puissent bien comprendre. Voilà. Bon, et bien après toute cette compréhension magnifique, c'est parti pour l'invité. France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. On va parler d'un sujet aussi qui tient à cœur, ma chère Sabrina, et à plus d'un titre puisque tu es très engagée dans ce projet. Le projet Amana, peut-être que Ousmane le découvre, c'est un projet qui a pour but de créer une école. Tu en as entendu parler. Du côté de Montpellier. Plaisir. Et il y aura une soirée qui va être organisée le 28 octobre prochain, donc c'est très bientôt, c'est la semaine prochaine, hein. C'est pendant les vacances scolaires, donc formidable. Vendredi 28. Et ça se passe donc à Nanterre, donc à l'espace Chevreuil. Et c'est une soirée humoristique. C'est un gala caritatif, exactement. On a essayé de réunir une belle brochette d'humoristes et j'en parlais la semaine dernière. Je sais pas si tu t'en souviens à l'antenne lors d'une interview où en fait on attendait en fait de pouvoir annoncer un groupe dont maintenant on le sait officiellement seront présents. Donc il s'agit de Ibrahim Tombola, Moussier Tombola avec sa clique Saga et Samba. Donc, Bayou, Saga, Tombo. Ouais, je suis trop contente. Franchement, j'ai vraiment hâte de les voir. Ils ont joué le jeu. On remercie tous les humoristes qui seront présents de manière bénévole. Donc il y a Nounours, il y a les Yeux-Verts. Alors peut-être pas, il sera peut-être là juste de manière en guest. Donc voilà. Par contre, il y aura Zaki 19, il y aura Yaya, le ventriloque, Yaya Abdel, il y aura Amidi Maria. Qui d'autre encore? Attends, je dois avoir ma petite liste, hein, tu sais. En tout cas, j'en ai un qui est avec nous. Oui, attends, j'allais l'annoncer en dernier. C'est un des meilleurs aussi que j'apprécie beaucoup. Des meilleurs, carrément. Ouais, non, franchement, faut le voir sur scène. Donc il y aura aussi Rachid Dassi, il y aura également Farid et Osama, OTK. Donc de toute façon, il y a un flyer qui tourne sur la page Facebook du projet d'école Amana. Il y a un concours qui va se mettre en place. N'hésitez pas à prendre des places parce que ça part assez vite. Ouais. Et puis voilà, là on va remercier Ossine Power en fait. Qui est avec nous. Salut Ossine. Merci, salut les auditeurs, salut tout le monde. Salam alaikum, bienvenue sur France Maghreb. Salam, ça va? Ça va très bien, mon ami. Alors donc toi, tu vas faire partie donc de cette brochette d'humoristes qui vont essayer, j'allais dire, de faire que ce projet
arrive à bon terme. Et je pense qu'on est bien parti en tout cas pour la réalisation de cette école du côté de Montpellier, le projet Amana. Donc Austin Power, est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs qui te connaissent peut-être pas, pour certains d'entre eux? C'est possible, tu crois que les auditeurs ne connaissent pas Austin? Bah Ousmane, est-ce qu'il connaît Austin Power? Dis oui. Non, tu dis la vérité. Non, il n'est pas obligé de vous connaître, non. Alors, même si on vous connaît pas très Voilà, bien, il a dit non, voilà, donc il fait partie, voilà, il a dit à la non. base. Donc Austin. À la base, moi j'ai commencé sur scène il y a plusieurs années, ça fait à peu près 7-8 ans que je suis sur scène. Ah oui, quand même. Et il y a un an et demi, on a monté un collectif qui s'appelle Open Barb. Donc par rapport à la pilosité. Bien. Donc on est des barbus, on est sur scène et on rigole en fait des différences et on essaie de s'intégrer en tout cas de se classer en tout cas dans un humour qui est très ouvert, où il n'y a pas de vulgarité, on essaie de respecter tout le monde, donc on n'a pas de tabou non plus aussi, mais voilà, on a une certaine ligne de conduite et le projet Amana est intéressant parce que en même temps, aujourd'hui on parle d'humour, mais il y a des choses sérieuses aussi qui sont en parallèle et je trouve que c'est très important des fois de les lier, parce qu'on parlait de regard et regard vers l'avenir en même temps, je crois que c'est important. Ce projet, moi j'en ai entendu parler au fur et à mesure, Sabrina me l'a présenté et je trouve que en vérité on parle aujourd'hui d'union, de réussite, etc. Et je pense que ça passe par des actions comme ça en vérité, parce que si on réussit sur ces domaines-là, bah, ce sera que des succès pour l'avenir en tout cas. Et je trouve que c'est très important, même si c'est aujourd'hui quelque chose de sérieux, et on va le faire avec le rire, en tout cas le 28, faire rigoler les gens sur différents domaines et différents aspects. Et je trouve que c'est un projet qui est beau, qu'il faut soutenir. Et si d'ailleurs les gens l'ont pas fait, je les invite actuellement à le faire et à se présenter en tout cas pour être présent ce jour-là et participer à cet événement, quoi. En tout cas, tu as répondu à la question que je voulais te poser aussi. Pourquoi soutenir le projet Amana? Donc ça, c'est fait. Austin Power, t'es présent un peu sur les réseaux sociaux, ton activité des moments? Ouais, on a fait pas mal de vidéos. Bon, nous on a l'habitude donc Open Barb, s'il y en a qui connaissent pas, ils peuvent aller voir. On fait beaucoup de buzz sur internet, on fait des mini vidéos. Oh bah je vais regarder on ça. a pu des petites pastilles, donc voilà, tu pourras regarder. Ça. Vous avez des mini bars ou des mime bars? alors on est trois sur scène, donc il y a un russe avec moi, donc Daniel le russe. Peut-être bientôt 4 là avec Ousmane et non, bah ça si vous voulez, je vous écris des textes, mais... Il y en a plein qui savent pousser la barbe en ce moment. J'ai une autre carrière en ce moment. C'est vrai que c'est tendance à la barbe en ce moment, hein. Ouais, bah après nous vraiment on s'en est ri en fait de trouver ce jeune gros, il parle à plein de gens en tout cas. Je vais te poser une question basique que je pose à tous les humoristes. Est-ce qu'on peut rire de tout? Pour moi, je pense qu'il y a des limites aujourd'hui qui sont humaines, que ce soit nous, par exemple, la religion. On veut pas blesser de toute manière, donc je pense qu'il y a des thèmes vraiment qui sont pas abordables, en tout cas pas d'une manière aussi légère que certains humoristes le font en tout cas. Ouais, donc on peut pas rire de tout alors. Pas avec n'importe qui. On peut rire du moment qu'on blesse pas les gens, parce qu'aujourd'hui il y a des, c'est toujours ça en fait. C'est que tant que je te donne un exemple, c'est arrivé à un moment. Il y a quelqu'un qui monte sur scène, donc qui commence à rigoler, il parle d'un thème qui est le suicide par exemple. Et ben il y a une personne qui devient toute blême dans la salle parce qu'elle a vécu ce contexte-là, tu vois. Ouais. Donc ça veut dire qu'en fait ça dépend tout genre, donc c'est vrai qu'on essaie de... peut-être aussi un petit peu de la manière dont ça va être amené. Ça va être fait, voilà. Il y a des humoristes qui parlent de c'est très grave et qui le font de manière très élégante, avec du jeu de mots et de la finesse, donc ça passe. Donc je pense qu'aussi ça c'est un jeu aussi. Donc Austin Power présent donc le 28 octobre à Paris. Exact. Profitez, en plus c'est les vacances scolaires, donc vous avez aucune chance de rater. Pas tout seul, hein. Bah non, on sera pas tout seul, on a annoncé toute la liste. Non, il sera sûrement pas tout seul. Mais j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui se bougent et c'est très bien. Ça se passe à Nanterre, hein, on le rappelle, donc dans le 92, exact. À l'espace Chevreuil, c'est donc le 28 octobre prochain. Je vous donne le numéro de téléphone. D'abord, le prix de l'entrée, c'est 19 €. Dont tous les fonds seront reversés au projet. Amana. Exactement. Il y a quand même aussi, précisons-le, on a un partenaire aussi, qu'on remercie, parce que ce soir-là, il y aura une Umrah à gagner pour les gens qui viennent. Ah ouais, d'ailleurs, ouais, c'est ça que j'ai dit, parce que moi, je participe, mais je me suis inscrit. Tu peux pas gagner, tu peux pas gagner. Mais moi, j'ai dit, j'essaie de négocier, est-ce qu'il y a moyen ou... Non, mais en tout cas, Non, mais en tout cas, c'est bien.
Voilà. On essaye en tout cas de joindre l'utile à l'agréable d'une manière ludique, de sensibiliser à des causes nobles. Et encore une fois, je le disais, il y a pas si longtemps que ça. On n'est pas là pour quantifier l'importance d'une cause à une autre. Elles sont toutes nobles. Et puis tout le monde doit essayer de soutenir, ou chacun doit soutenir certaines causes. Et on doit pas lâcher. On est là pour s'entraider et se soutenir. Donc 19 € l'entrée. Et puis je devais donner le numéro de téléphone pour réserver et pour gagner aussi 2 places, parce que chaque jour on vous offre 2 places en envoyant votre SMS. C'est 06 17 07 40 20 06 17 07 40 20 pour les réservations, bien sûr, et pour tenter votre chance. Je t'en prie aussi. Je peux juste souligner un truc, le caractère aussi de délai. Entre guillemets, ce que j'ai compris, c'est qu'il reste quelques jours en fait pour sauver cette mosquée, puisqu'en fait c'est des jours. C'est une école, c'est une école. C'est une école, Hossein, hein. C'est pas une mosquée. Hossein, c'est une école, hein. Si on te l'a pas dit, c'est une école. Si, on lui a dit. Oui, non mais je sais. Non mais t'as parlé de mosquée, mon ami. T'as parlé de mosquée, c'est pour ça que je te reprends. Ah non, désolé, j'ai dit mosquée. J'ai dit mosquée. Alors c'est dans ma tête, je suis complètement. Non, c'est une école. Non, j'ai bien compris. C'est plus par rapport au fait qu'il faut réunir l'argent en tout cas pour cette école en tout cas. Arriver à la somme. Déjà, voilà, c'est ça qu'il voulait dire. C'était ça mon idée. L'école existe déjà, Sabrina? Alors il y a déjà une mise en place, mais non, là on parle d'une école qui va prendre 300 élèves. Il y a un gymnase à l'intérieur. On est en train de parler de quelque chose de 1200 mètres carrés, des locaux qui sont juste à l'image de ce dont on a le droit de vouloir pour nos enfants. Mais pour quelle pédagogie? La pédagogie Montessori sera utilisée dans ces classes d'une 15aine d'élèves. Très bien. Voilà, à Montpellier, toutes les personnes qui sont aux alentours sont invitées à venir visiter les locaux. Attention, comme le disait Hossein, je le reprends, le caractère urgent de la situation. Début novembre, si la somme n'est pas réunie, ce projet tombe à l'eau. Et ça, je me répète, mais je le dis, c'est vrai que ça me fait quand même mal au cœur, parce que je sais qu'on a la capacité de pouvoir mettre à bien ce projet et puis pour toutes les autres causes également. Voilà. Donc Hossein Power à découvrir donc à l'occasion de cette soirée, donc joindre l'utile à l'agréable, venir rigoler et en même temps faire de bonnes actions en essayant de concrétiser ce projet Amana le 28 octobre à Nanterre à l'espace Sebreuil. Merci beaucoup Hossein Power, à très vite. Merci à vous. Et puis laisse pousser la barbe, faut pas oublier de la tailler surtout. Salut Hossein. Merci, passez une bonne soirée. Ciao. Je vais juste en profiter parce que je suis en direct et puis il y a Haroun Khaldoun qui est censé être présent, qui a dit qu'il essaiera d'être là, donc ça y est, c'est noté, je le note. Haroun, tu as dit que tu essaieras d'être là, donc on t'attend. Merci à toutes les personnes qui... C'est bien, elle fait ses affaires en direct, c'est bien. Ouais, non, mais j'aimerais remercier toutes les personnes qui sont là, qui soutiennent. Et non, pour ceux qui me demandent pourquoi je suis là, c'est pas pour chanter, c'est connectez-vous sur 99.5 pour écouter la suite de l'émission. Alors ça c'est sur Paris, mais les auditeurs qui habitent évidemment en province... on va l'entendre... Ah ouais, il y en a plein. Dis-moi, quelles sont les fréquences? 93.8 à Marseille, par exemple. Voilà, okay. 106.2 Orléans. Ouais. 105 points. Bon, après, je les connais pas par cœur non plus. Mince. Oui. Allez sur le site internet. Voilà. C'est une bonne idée, ça. Voilà, c'est une très très bonne idée. Sur le site internet www.francemaghreb2.fr, vous allez retrouver toutes les fréquences où vous pouvez nous écouter dans quand même plus de 9 villes en France. Et puis, je vous donne un bon plan. Téléchargez l'application France Maghreb 2 sur votre téléphone, comme ça, où que vous soyez, vous pouvez écouter de toute façon France Maghreb 2. Ça, c'est du bon plan quand même, non? Ouais, j'avoue. Bon. Merci en tout cas aussi le Power, à très vite et hâte de le voir donc sur la scène le 28 octobre prochain. Bon alors Ousmane, oui. Est-ce que t'en as un ou pas? Oui, j'en ai même 2. Ah bah ouais, mais il va falloir en faire un parce que là, on va voir, ouais. Je dois le faire maintenant? Bah écoute, comme tu veux. Ah ok, d'accord. Bah ouais, on va y aller en même temps parce que... C'est toi mon capitaine, y a pas de souci. Oh oui. Alors, attends, bouge pas deux petites secondes que je me prépare aussi, parce que du côté de l'informatique, faut que ça suive, ce qui est pas toujours le cas. Hop, c'est presque bon. On va parler dans un instant aussi de la colère des policiers. Alors, Ousmane, de quoi veux-tu nous parler aujourd'hui? Bah en fait, alors il y avait un premier point, mais je vais pas l'aborder, mais ça concernait une jeune fille qui annonçait avoir quitté l'islam et avoir dit plein de choses sur ce qu'elle pensait de cette religion, et elle s'est retrouvée dans une situation où selon elle était insultée, vilipendée, et puis ensuite elle a déclaré, elle a fait ses excuses.
Puis j'ai entendu un certain nombre de représentants sur France Culture d'ailleurs, parce que j'écoute souvent cette radio, bon, qui se sont un peu offusqués et puis toujours montré qu'en fait, nous les musulmans, on est des intolérants, on n'est pas capable d'écouter la grandeur d'âme et la grandeur d'esprit de personnes qui s'apostasient et qui quittent cette religion de sauvages, hein, pour eux. Hein, et j'ai été interpellé parce qu'effectivement, d'une part, je pense que chacun a le droit d'exprimer son opinion. De dire ce qu'il pense de l'islam, quand bien même cela serait négatif et infondé, d'une part. Mais en même temps, je me méfie de celles et ceux qui aiment se faire du buzz, parce qu'aujourd'hui, pour être une star, c'est voilà quoi, suffit de taper sur l'islam et de montrer que le Coran. Alors, ça fait lien aussi avec ce que j'ai vu aussi dans le monde des religions, où il y avait aussi les mêmes personnes d'origine maghrébine à chaque fois d'ailleurs, c'est à questionner, qui indiquaient pourquoi, qui expliquaient en quoi est-ce que l'islam était intrinsèquement violent. C'est pour ça que les musulmans sont violents, parce que tout simplement dans le Coran, alors ils ont listé plein de passages du Coran qui selon eux est violent, même les passages qui indiquent ce pourquoi Dieu pourrait mettre quelqu'un en enfer alors qu'il est miséricordieux. Alors ils disent, vous voyez, ils parlent de l'enfer et de la manière dont les gens vont y être châtiés, et donc ça montre à quel point nous sommes intrinsèquement violents, nous qui lisons quotidiennement ce Coran. Je trouve que c'est dommage d'avoir ces approches extrêmement peu profondes, au-delà du fait que ces personnes ont le droit de s'exprimer. Je pense qu'il est temps que, en France, en Occident et de manière générale dans le monde, on aborde la question de Dieu, de la transcendance et du devenir humain, tel que Emmanuel Kant, tel que Goethe, tels que d'autres grands intellectuels français ou européens et occidentaux, tels que des Confucius et des Bouddhas et les grandes religions de ce monde l'ont abordé, au-delà de l'aspect polémique, au-delà de l'aspect superficiel qui nous noie un peu dans les guerres et clashs de religion qui de part et d'autre ont leurs apôtres, quand bien même ces apôtres-là ont la chance d'être du bon côté des dominants. Voilà. Sabrina, une petite réaction ? Je suis pas sage, j'ai écouté à moitié parce que sur le direct, il y a quelqu'un qui me demande mon avis sur le fait que tu penses que le mosaïque n'existe pas, Ousmane. Je suis désolée. Que le mauvais œil ? Ouais, on me demande mon avis là-dessus. Ouais, c'est une petite provocation, les amis. Voilà, c'est un autre débat qu'on aura, ne vous offusquez qu'on aura pas. une fois. D'accord. Mais pour je constate juste que t'as pas écouté. Si, j'allais. Christophe. Mais il y a quand même un lien. J'estime ma manière de rebondir. mais il y a quand même quelque chose qu'il faut aussi souligner, parce que tout ça fait partie un peu de l'ensemble. Si en islam il n'y a pas de peine pour l'apostasie, et je répète, hein, ça c'est bon, c'est des choses qu'il va falloir en parler. Donc chacun a le droit de quitter, rentrer dans la religion comme il sent. Et de toute façon, s'il quitte la religion, c'est son problème. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ça, de ce choix-là? Pour nous, en tout cas, qui avons la foi. Par contre, il y a la nécessité de se poser des questions de façon profonde. Il y a beaucoup d'athées dans le monde musulman, notamment dans le monde arabo-musulman, j'insiste. Il y a quand même un problème dans le monde arabo-musulman sur ces questions-là. Où c'est plus par réaction et souvent par superficialité que l'on adhère à l'athéisme, ou que l'on dit tout d'un coup que Dieu n'existe pas. Pourquoi ? Parce que j'ai envie d'être libre. Quel est le lien ? Je vois pas le lien, quoi. T'as envie d'être libre, donc tu crois pas en Dieu. Ou alors, moi, je ne crois pas au prophète Mohammed parce que les barbus, on en a marre. Quel est le lien ? C'est qu'il faut un peu de profondeur quand on prend des positions. Je dis ça pour nous, tous, chacun et chacune. T'as le droit de pas croire en Dieu, hein, ou de croire en Dieu. Mais dans les deux cas, que tu y crois ou que tu n'y crois pas, dans les deux cas, ce sont des croyances. Essaye d'avoir des arguments solides et profonds qui sont issus d'une observation non empressé et non idéologique. Alors juste, je rebondis sur ce que tu dis parce que je te rejoins complètement et je ne sais pas si ça peut être un élément de réponse, mais ces personnes-là, si tu veux, elles ont un point de vue qui pour elles est alimenté par nombre d'arguments qui d'un regard complètement extérieur qui est le nôtre en tant que croyant, se dire mais pas du tout en fait, c'est pas un argument en fait ce que tu dis quand tu dis il y a trop de barbus, non je crois pas en Dieu, ou enfin peu importe les raisons, pour nous ce ne sont pas des raisons. Ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, les raisons qui nous poussent à croire en Dieu pour ces gens-là ne sont pas des raisons et que c'est complètement binaire aussi. Donc au lieu d'essayer donc je te rejoins, attention, hein, mais au lieu peut-être d'essayer de chercher à comprendre pourquoi il y a cette fermeture d'esprit, parce que nous, de là où on est, on le sait.
On est d'accord, on le sait, c'est qu'il y a une forme d'ignorance, d'essayer de comprendre un petit peu plus qu'est la religion, et après de vouloir y adhérer ou pas, c'est un autre sujet, et elle appartient à chaque personne, comme tu le disais si bien. Peut-être essayer de se dire, ok, au lieu d'essayer de chercher à comprendre ce qui te pousse finalement à croire en Dieu ou pas, parce que les raisons que tu poses ici sont complètement désuètes, c'est mon regard, on est d'accord, puisque la personne ne le partage pas, sinon elle n'aurait pas cette non-croyance dans cette croyance, comme tu le dis si bien. Peut-être essayer justement d'essayer c'est même plus ça relève même plus du débat, en fait, ça relève même plus de la compréhension. Ça relève du choix personnel et de la conviction. La foi, c'est pas juste quelque chose de rationnel. Il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre un peu de l'aurore qui jaillit d'un coup au beau milieu de la nuit, de la naissance d'un enfant. Il y a quelque chose de miraculeux. Et c'est pour ça qu'on peut pas y avoir accès et personne n'a à contrôler cette... Il y a quelque chose de divin. Et puis à côté, il y a tout autant dans parfois certaines formes de religion, pour ne pas rester sur l'islam, certaines formes d'obscurantisme, hein, on le sait très bien, et puis parallèlement aussi dans l'athéisme aussi. Ce qui peut être intéressant, c'est de placer le focus sur l'humain et de se dire maintenant, toi et moi je crois en Dieu, toi tu crois pas en Dieu. Ok, et au-delà de ça, est-ce qu'on va rester sur cette différence qui va nous empêcher d'avancer? Parce que souvent on utilise c'est plus qu'une différence, hein, c'est une cassure, une fissure, cette scission pour avancer chacun d'un côté, alors que pas du tout. Voilà. Certes, mais est-ce que juste une phrase parce que j'ai la pub. Hein. Ce que je rajouterais, la pub est importante. Et ah oui, monsieur. C'est notre Dieu à nous. Mais je souscris pas. Dans cette société, pas non plus. Oh à chaque société son Dieu. Bon, enfin bref, un Dieu qu'il va falloir dégommer un jour ou l'autre. Hein. Là, je suis Nietzsche à fond. Mais ce que je dis tout simplement, moi, je parle pas du choix personnel. Je parle du choix idéologique. À un moment donné, d'insulter une religion et de dire moi j'en faisais partie, je connais ce qu'il y a de l'extérieur, c'est tous des oufs, c'est tous des salopards. Et d'ailleurs, vous avez raison d'aller leur taper dessus. Vous avez raison d'insulter ces musulmans. Je trouve qu'à un moment, à un moment donné, bon, au-delà de ton choix personnel, ne sois pas le fer de lance d'autres personnes qui veulent dégommer tes semblables. Voici la réponse de la pub, à tout de suite. Le grand forum qui se poursuit sur France Maghreb 2. J'espère que vous allez bien, en parfaite forme avec nous en ce mercredi de vacances d'ailleurs. Nos petits bambins sont en vacances, oui, depuis ce midi maintenant. Sabrina, artiste qui est avec nous, qui est art thérapeute. D'ailleurs, tiens, Ousmane te posait la question en antenne tout à l'heure. Je vais te la poser histoire comme ça qu'on puisse savoir de quoi on cause. Qu'est-ce que l'art-thérapie, Sabrina? Ça fait plaisir depuis le temps que je suis là de se poser la question maintenant. C'est-à-dire que Ousmane s'est intéressé à toi en une seule rencontre et moi, ça fait plusieurs fois que je te vois et que je te rencontre. Alors j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler lors d'une émission dédiée à ça, ça me fera vraiment plaisir. Donc qu'est-ce que l'art-thérapie? L'art-thérapie, j'ai toujours cette petite phrase qui me vient toujours en tête pour la présenter. C'est accompagner en fait des personnes à extérioriser leurs émotions positives comme négatives autrement que verbalement. Voilà, parfois t'arrives pas, il y a un blocus, tu peux pas parler, tu t'arrives pas à lâcher ça, et puis il y a une implosion intérieure finalement complètement tacite et qu'on ne voit pas forcément, et différentes formes d'art peuvent t'accompagner à justement à développer, si tu veux, ce processus qui peut te permettre de te libérer d'un poids délivré, pardon. Voilà, donc sachant que je suis moi spécialisée non pas dans la chanson, mais dans l'écriture. Si, t'en écris. Dans l'écriture, oui. et dans les arts créatifs, peinture, etc. Ça s'adresse à tout le monde. Ça ne s'adresse pas forcément aux personnes qui sont affectées par une pathologie. Hein. C'est vraiment autant d'un enfant qu'à un adulte. Pourquoi tu me regardes moi quand tu dis enfant et adulte? Ah mais parce que tu es la seule personne, et puis en même temps je parle à Christophe. Merci, c'est gentil pour moi. Non, mais je te parle depuis tout à l'heure. Oui, arrête. Non. Okay. J'aimerais bien parler au mur, mais je suis pas certaine que ce soit si référent. Absolument. Ça te va? Absolument. En tout cas, je vous invite à écouter, aller réécouter le texte écrit par Sabrina à l'occasion du 17 octobre 61. C'était très bien écrit. On l'avait écouté lundi et Ousmane était là. Merci. Et il était déjà tombé sous le charme.
Du texte. Du texte, bien sûr, oui, qu'on s'entende bien. Me crée pas de problème, s'il te plaît. Il y a déjà des gens qui me fusillent sur Internet. Loin de moi cette idée, mon cher ami. Ah, bon, on va aller faire un petit tour du côté du standard, ça vous dit? Yes. Oui. Manji qui est avec nous depuis Marseille. Salut Manji. Salut, bonsoir Christophe. Bonsoir Manji. Bonsoir Osman. Bonsoir Sabrina, c'est ça? C'est ça. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Eh bien, en fait, me tombe de la perche avec l'histoire du 17 octobre. Je sais pas si vous êtes au courant de l'information. Alors, le député du Bouches-du-Rhône, en fait, je sais pas laquelle exactement, bref. Monsieur Minoussi, il aurait déposé, moi j'ai reçu le texte en fait, il aurait déposé un projet de loi pour la reconnaissance des massacres du 7 octobre 61, en fait, suite à que j'ai interpellé dans un débat qui s'est déroulé sur Marseille, et d'ailleurs qui était radio, qui est passé sur votre radio en simultané avec Canal 9. Ouais. En fait, moi, j'ai interpellé parce que il a passé une demi-heure à dire Hollande il l'a reconnu, Hollande l'a reconnu. À un moment donné, j'ai dit mais attendez, la reconnaissance passe par une loi. Oui, au départ, je me suis fait un peu engueuler par tous les robsistes qui étaient là en train d'attendre un peu les miettes. Voilà, je dis comme je pense. Après, j'étais pas là, c'était pas moi alors. Voilà, et après, finalement, il y a 2 jours, j'ai reçu par son attaché parlementaire le texte de loi. Bon, après, j'ai pas vu encore sur le site de l'Assemblée nationale si la loi est bien le projet de loi, du moins projet de loi, une proposition de loi, parce que le projet de loi c'est le gouvernement, bon, enfin, pas dire n'importe quoi non plus. Et la proposition de loi elle est déposée au pape pour la reconnaissance du 7 octobre 61, c'est déjà bien. Parce que on en a marre de la reconnaissance à travers un communiqué de presse écrit sur un bout de bureau. Voilà, ça c'est fait. Deuxième point, moi donc c'est une bonne chose alors. C'est une bonne chose, Manji. Oui, pardon. C'est une bonne chose finalement. Alors donc on a réussi finalement quelque chose à ce qu'on le sensibilise à cette date importante et qu'un projet de loi soit présenté, c'est une bonne chose. C'est très. Après maintenant, il faut le soutenir parce que c'est pas fait. Il faut savoir que bon voilà, les députés vont pas se mouiller. Surtout en fin de mandat. De mandat, oui. Et il faut absolument que tout le monde interpelle un peu son député dans son coin pour faire avancer le public. Deuxième chose, rapidement, Manji, vas-y. Alors, deuxièmement, le 5 novembre plutôt, on organise avec le collectif Salam et la coordination contre le racisme et l'islamophobie un repas caritatif au bénéfice de Saria Charity. D'ailleurs, il y aura des représentants de Saria Charity qui viendront parler un peu de leur travail en Syrie. Le repas se déroulera, on vous attend à partir de 11h30 au 22 rue Mathieu Silati dans le 3e arrondissement de Marseille. Allez-y sur la page de Collectif Salam, sur la page Facebook du Collectif Salam. Il y aura un numéro de téléphone pour réserver vos places. Très bien. La place est limitée, le repas est à 12 €. Tous les bénéfices, je veux dire toute la recette, il n'y a pas de bénéfice, il n'y a rien, parce que nous, des bénévoles, toute la recette ira à Saria Charity pour les aider dans leur travail humanitaire qu'ils font en Syrie. Et pour finir, je te salue Christophe, la dernière fois que tu as remis un certain monsieur là, je sais pas qui me traitait de propagandiste de Daesh, et aussi j'ai rien à rajouter par rapport à tout à l'heure ce qu'il a dit Osman. Il faut qu'on sorte de notre binarité. Nous sommes ni de droite ni de gauche, et pour les gens qui doutent un peu de la volonté des Russes, qu'ils aillent voir un peu un film qui s'appelle Retour à Grozny, ou sinon 20 ans, avoir 20 ans à Grozny, et on verra ce qu'il a fait Kadyrov, qui a été posé au pouvoir par Poutine, ce qu'il est en train de faire avec Assad en Tchétchenie. Je rappelle juste que le blocus de Sarajevo, c'était les Russes qui soutenaient leurs frères orthodoxes serbes, et le massacre de Srebrenica, c'était aussi les Russes. Alors bon, ça va. Merci Manji. On n'est pas obligé de choisir entre la peste et la choléra.
Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir, Merci. Manji. À bientôt et merci de votre appel. Vous pouvez continuer évidemment à nous appeler. On va parler un peu de la colère des policiers. Bernard Cazeneuve qui reçoit en ce moment même d'ailleurs les policiers. Ça se passe depuis 17h à la place Beauvau. Les 3 syndicats UNSA Police, Alliance et Synergie ont demandé l'entretien au ministre de tutelle depuis l'agression de 4 gardiens de la paix à Viry-Châtillon, vous vous en souvenez, le 8 octobre dernier. Les forces de l'ordre font entendre leur exaspération, leur peur aussi. La manifestation impromptue dans la nuit de dimanche à lundi sur les Champs-Élysées a provoqué un malaise au plus haut niveau de l'État. Et hier, c'est le chef de la police nationale qui a été accueilli sur les huées dans un commissariat de la région parisienne. Quel est votre regard, vous, sur cette gronde de la police qui s'inquiète, qui a peur aujourd'hui? Ousmane? Ah, j'allais dire honneur aux dames, mais bon. T'as vu, la politesse se perd de nos jours. Tu as vu, on essaye de la garder intacte. Mais pour revenir à ce propos, la première des choses, c'est que il faut, je comprends et je peux même saisir la frayeur que peuvent ressentir, que pourrait ressentir un policier qui se retrouve dans une voiture à se faire caillasser ou voir qu'on lui lance des cocktails Molotov. C'est quand même mettre sa vie en danger, et quoi qu'il arrive, au-delà de l'uniforme, il y a une vie, un cœur, un père, une mère, un frère ou une sœur qui est présent. Donc je compatis sincèrement à la douleur ressentie par les policiers, les individus qui subissent ce genre de difficultés. Ça, c'est un premier point, nécessaire et humain. Deuxièmement, moi je questionne quand même l'institution, au-delà des individus qui peuvent manifester leur colère, leur désarroi. Il y a une hiérarchie, il y a des procédures pour cela. Que la police, ou en tout cas les forces de l'ordre de manière générale, en viennent à manifester, c'est étrange. C'est étrange. Ça exprime plus une sorte de désordre pour moi à mes yeux. Je pense que les forces de l'ordre, les représentants de la force de l'ordre de la République, qui sont là pour défendre la population et la nation, n'ont pas à exprimer leurs états d'âme individuels. Que les individus en tant que policiers aient des difficultés et qui s'en expriment à travers leurs syndicats, c'est une chose. Que l'on en vienne à manifester, je trouve ça étrange. Et ça montre la faiblesse, en tout cas une certaine fragilité, qui n'est pas bon à mes yeux. Je suis pas en tout cas féru, je suis pas un sécuritariste, j'invente le mot. Mais non, surtout dans des temps de troubles comme ceux-ci, on a besoin d'une police sereine, posée, pas émotive, pas émotionnelle. Et cela rejoint aussi la place que joue l'institution au niveau médiatique, cette institution, la police, comme étant un moyen non pas de faire respecter l'ordre, mais quelquefois d'être un moyen de taper sur les gens. Et donc on est en train d'utiliser au fond, et c'est ce que je reproche au gouvernement, Emmanuel Valls en l'occurrence, d'utiliser au fait cette réaction légitime de la part d'un certain nombre de policiers qui s'inquiètent de la manière dont, pour leur vie, d'une part, et qu'on utilise cela pour défendre l'institution qui est questionnée par un certain nombre de citoyens par rapport à ce qui s'est passé dans les différentes manifestations, par rapport à ce qui se passe tout le temps dans les quartiers populaires, où le caillassage dans les quartiers populaires, c'est tous les jours, mesdames et messieurs. C'est ça. Donc, voilà, il y a une volonté à un moment donné d'opposer l'institution police contre le questionnement d'un certain nombre de nos concitoyens sur l'institution. Et ce, en utilisant l'émotion réelle des individus policiers qu'il ne faut pas confondre avec l'institution. Voilà un peu, je sais pas si j'ai été très clair. Voilà, je questionne. Moi, je ne confonds pas les policiers en tant qu'individus et l'institution, la police de manière générale. Et donc, il y a une tendance à essayer de nous faire un chantage émotif pour dire, voilà, on peut pas critiquer aujourd'hui la police, les pauvres aujourd'hui, ils sont en train de se faire caillasser. Partage tous les questionnements d'Ousmane, Sabrina. C'est bien que tu soulèves ce point-là, que pas assez soulève.
D'accord. Dans le sens où on a aussi ce discours binaire de voilà, la police elle est là pour nous protéger, dans le sens où on a on a eu un besoin ministériel de faire de la police les super-héros de ce pays. Et puis à côté, on a aussi des personnes sur le terrain qui vont condamner la police comme les daïchiens de la République. C'est ça. D'accord. Et j'ai l'impression de me répéter, je suis navrée, mais c'est tellement vrai. En fait, comme tu le disais si bien. Avec la répétition, on atteint la perfection. Derrière cet uniforme, il y a un humain. C'est ça. Et donc c'est pour ça que je souscris complètement à ce que tu soulèves et je déplore que ce ne soit pas assez mis en avant, dans le sens où oui, ils ont raison d'aller dehors. Après, la manière, la forme, c'est un autre sujet. Par contre, ils ont raison de chercher à faire entendre leur voix. Encore une fois, la manière, on va pas en parler. Par contre, comment nous, en tant que citoyens, on doit le prendre? On se dit, fiez-vous à la police. La police est là. La sécurité, et quand même, on le rappelle, sous l'ère sarkozyste, c'était quand même c'était Superboy. La sécurité, c'était la base, quoi. Donc, jusqu'à présent, d'ailleurs, du même policier en veux-tu, en voilà. Il en faut. Il a supprimé la police de proximité. Donc, c'est ça qui est paradoxal, d'ailleurs. Merci. Et là maintenant, en fait, cette même police, on a voulu redorer un petit peu l'image et la confiance en fait en leur importance, et peut-être du coup un trop plein de confiance avec des actions plus que borderline. Je fais une petite astérix à Adama, bien évidemment, et puis des Adama, il y en a beaucoup trop d'ailleurs, il y en a eu beaucoup trop. Donc du coup, on est là, il faut faire confiance à merci, il faut faire confiance en fait à cette institution qui elle-même arrive et dit en fait, là, nous, on est en train de souffrir aussi. Donc, j'ai l'impression qu'il y a une guérilla qui ne devrait pas exister. Et c'est sur ce point-là, réellement, si tantôt ministériellement parlant, il devrait y avoir, on devrait se concentrer aussi un petit peu là-dessus. Alors, je précise et je rajoute pour en finir que pour tenter de reprendre la main, les organisations syndicales ont appelé à une grande manifestation silencieuse. Ça sera mercredi prochain, partout en France. Voilà, c'est ce que l'on apprend en tout cas. Et rencontre, rappelons-le, en ce moment même du côté de la place Beauvau, puisque Bernard Cazeneuve reçoit 3 syndicats de police pour essayer d'éteindre l'incendie. Pardonnez-moi, mais c'est du pipeau tout ça. Il faut donner aux policiers les conditions, les bonnes conditions de l'exercice de leurs fonctions, ce qui n'a pas été le cas depuis qu'on s'amuse à réduire les effectifs, à être dans la politique du chiffre, à mettre des coups de pression sur chaque individu et chaque policier, à essayer de faire de la police non pas l'institution qui est au service de la population, mais qui est d'abord avant tout au service de l'État et de ses politiques ministérielles à géométrie variable, et surtout de taper surtout sur les mêmes. Dans ces conditions-là, il est tout à fait normal qu'on ait une police qui soit fragilisée et fragile. Donc il ne s'agit pas d'écouter leurs émotions comme un psychologue viendrait écouter des gens. Il s'agit de mettre en place ce qu'il faut de politique, de budget, de cadre et de confiance qui permet à ce qu'à un moment donné, il y a un état de confiance entre la population et les policiers d'une part, et que cet état de confiance rejaillisse sur les policiers eux-mêmes, quant à leur paye, quant à leur vie et quant à la manière dont on les manage. Voilà comment on met en place une véritable politique de sécurité, au lieu de faire ces verbiages à 2 balles qui ne nous sécurisent pas et qui mettent en fragilité notre police et qui nous met en situation de tension entre elle et nous. Si on passait au coup de cœur, ça vous dit? Allons-y. France Maghreb 2, le coup de cœur. Alors, on y va maintenant pour les coups de cœur, bien entendu, sur France Maghreb 2. On va commencer par Sabrina? Oui, je veux bien. Allez, on y va, Sabrina. Alors, j'aurais pu avoir un coup de cœur pour le fameux film Captain Fantastic qui me donne bien envie d'aller le voir. J'aurais pu avoir aussi un coup de cœur pour l'art du marionnettisme ou du vautourisme de Valls. J'aurais pu aussi avoir un coup de cœur pour la greffe de tête non, c'est vraiment sérieux, qui est en place à plus de $10 000, millions, je crois, en tout cas, à un prix extraordinaire. 10 millions, je crois, $10 000, c'est peu. Mais finalement, j'ai un coup de cœur pour toi qui m'écoutes. Ah, j'ai eu peur. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour toi qui m'écoutes, chère auditrice.
parce que je voulais te dire que tu n'es pas seule. Je voulais te dire que tu peux agir. Je voulais te dire que tu es admirable. Je voulais vraiment te faire savoir ça. Donc j'ai écrit un texte il y a quelques années de quelques lignes pour rendre hommage à une personne qui a vécu la même chose que toi et qui s'en est sortie. Et je voulais te dire que tu peux t'en sortir. Je dédie ces mots aux victimes d'hier, aux héroïnes de demain. Du coup de cœur à l'overdose de tes torts, du coup de tête à la métamorphose de mon corps, je prends mes clics et mes claques, marre de tes cris, de tes claques. Mon corps en sursis craque, sous tes défraîchies de mains démoniaques. Même une poupée sans vie devant toi meurt de trac. Homme au demi, t'es qu'une arnaque. Battre la femme de sa vie, c'est comme respirer au black. De toute façon, ta chérie, ton terrain d'attaque, retrousse ses manches et se dit, c'est le blackjack de ta vie qui se joue, tu vis ou tu finis dans un sac. Je voulais rendre hommage à toutes ces femmes qui subissent des violences, qu'elles soient physiques ou psychologiques. Je voulais leur rendre hommage, je voulais leur dire, pour en avoir vu et dans mon entourage et en thérapie, que vous êtes beaucoup plus forte que vous ne le croyez, que vous êtes réellement, et là du coup, moi qui aime les mots, je vous assure que je le dis du plus profond de mon cœur, vraiment les héroïnes de demain. Ne sous-estimez absolument pas votre capacité à vous sortir et vous défaire de la situation dans laquelle vous êtes. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile, je ne suis pas en train de dire que ça va être facile, je suis en train de vous dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est un des plus beaux combats de votre vie et que la victoire qui vous attend n'est plus qu'honorable. En fait, là, aujourd'hui, ce que je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes, toi qui sais ce que tu subis là dans ton quotidien de vie et qui peut pas en parler pour des raisons qu'elles soient sociales, familiales, psychologiques, sache une chose, je suis un petit peu ce futur qui te dit tu es l'héroïne de demain. Et tu dois y croire. Alors, j'avais envie de te dire aussi que tu peux appeler le 3919. C'est un numéro anonyme où tu trouveras les personnes compétentes en la matière qui pourront t'accompagner. Je veux juste finir sur ça. Je le dis, c'est un coup de cœur. Ce n'est pas un cri de colère ou quoi que ce soit. Pour moi, vous êtes vraiment mon coup de cœur parce que je sais que vous supportez des choses lourdes au quotidien et que vous tentez de vous en sortir. Je sais que parfois les enfants sont au milieu de tout cela. Je le sais. J'en accompagne des femmes comme cela. Et je veux vraiment vous rendre hommage. Je veux vous dire, tu n'es pas seule. C'est pas facile, mais crois-moi, essaye au moins juste de faire un soupçon de centimètre de pas et le reste se dénoue très facilement. Ta vie t'appartient, ton corps t'appartient, ton mental t'appartient. Aucun homme, ni femme, je ne jette la cause sur aucun homme, je parle vraiment de ces personnes qui ont une violence physique et morale sur ta personne, eh bien elles n'ont pas ce droit, et ce droit-là, il t'appartient. Donc je voulais vraiment te rendre hommage, je voulais te dire n'hésite pas à appeler, je voulais te dire que je crois en toi, je voulais te dire que tu n'es pas seul, qu'on est beaucoup derrière toi, à vouloir t'aider à t'en sortir. Et tu sais quoi ? Je sais que tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir parce que tu en as envie et parce que rien ne peut t'empêcher de t'en sortir si ce n'est toi-même. Voilà. J'imaginais qu'à l'autre bout de la radio, quelqu'un, une femme en particulier, qui vit cette situation compliquée, difficile, t'entende ce soir, et si tu pouvais au moins peut-être aider une, voire deux, voire plus, bien sûr, une femme à franchir le pas. Et c'est vrai qu'il est difficile, compliqué, comme tu le rappelais dans ton coup de cœur. Parce qu'il y a différents paramètres qu'il faut prendre en compte. Difficile de pouvoir s'en sortir et d'aller franchir le pas. La peur ne doit jamais être maîtresse de nos actions. Donc je le dis parce que j'accompagne en thérapie, je le dis pas pour faire beau, je le dis pas pour faire le buzz, je le dis parce que j'accompagne certaines personnes et notamment actuellement des personnes qui ont réussi à s'en défaire, des personnes qui sont encore là-dedans, parce que j'ai connu et je connais toujours une personne très proche de mon entourage qui a vécu ça, qui s'est retrouvée quand même enfermée dans un coffre de voiture. Donc il y a des choses qui sont très lourdes et j'ai envie de leur dire non, on te regardera pas comme une victime. Moi, cette personne aujourd'hui, elle s'épanouit, elle a refait sa vie, elle va très bien. Toutes ces personnes que j'accompagne aussi en thérapie, elles sont accompagnées de telle sorte à s'en sortir. Et je conclus sur quelque chose. Du coup, je déborde un tout petit peu, mais je suis obligée de le dire. Je l'utilise assez souvent en conférence. C'est l'art de Kunti-Kuroi. Vous savez ce que c'est ou pas ? Non. Alors, c'est un art asiatique qui existe depuis des millénaires. C'est un art dont j'ai fait vraiment un
un état d'esprit, une philosophie de vie et que j'aime à promouvoir. Donc on va prendre l'exemple très simple. Les garçons, quand un verre que t'achètes à Ikea, 1 euro, qui se casse, qu'est-ce que tu fais? Tu ramasses? Je ramasse. Il se casse, on a dit, hein. Tu ramasses et qu'est-ce que t'en fais après? Je le mets à la poubelle. On est d'accord. Eh bien, en fait, cet art qui existe depuis des millénaires, eh bien, c'est un principe magnifique. Écoutez la philosophie. Donc, c'est un verre, en poterie, à l'époque, qui se casse. Il était hors de question de le jeter. Ils allaient le réparer. Mais mieux encore, ils allaient le souder avec un matériau noble, de l'or. Donc, finalement, ce qui était à la base quelque chose, alors c'est pas que t'as pas de la valeur, mais c'est quelque chose somme toute banal, se retrouve être réparé avec une valeur ajoutée et extraordinaire. Et à toutes ces femmes-là, à tous les hommes aussi, toutes les personnes qui subissent des épreuves au quotidien, leur dire, dis-toi en fait que tu peux te reconstruire et tu peux te reconstruire et ça je l'ai dit, donc je peux pas ne pas le dire, à la lumière de ta foi. Voilà, de ta foi, que ce soit foi en Dieu, foi en l'humanité, mais reconstruis-toi et tu auras encore plus de valeur. Ne te dis pas que tu seras détruite. Alors nous qui sommes gentlemen avec Ousmane, avec nos épouses, c'est vrai qu'on a du mal à comprendre cette perversion, ces pervers narcissiques qui sont de plus en plus nombreux, peut-être au fil d'une société qui se perd dans ses valeurs, je ne sais pas. En tout cas, dans un instant, Ousmane, tu nous as préparé ton poème? Il est prêt, je vais en prendre un autre par rapport à ce qui vient d'être dit. Ah, formidable. C'est ça le direct. Yes. La magie du direct. En direct, à suivre le poème parler de lumière de foi, on va reprendre ça, on va parler de foi. Et à suivre aussi le j'aime ou j'aime pas pour finir. Le temps passe très vite quand on est bien accompagné avec Sabrina et Ousmane. On est forcément bien accompagné. Je salue d'ailleurs Badr qui nous écoute depuis chez son dentiste. Docteur Mikou nous dit-il. C'est une autre sorte de torture. C'est bien. Fais-toi réparer les dents, t'en as besoin. Voilà. On va tout de suite. L'épreuve est prête. Le Grand Forum sur France Maghreb 2, merci d'être avec nous et avant de passer au fameux j'aime ou j'aime pas, on va donc il a changé son poème, l'écouter parce que quand Ousmane nous donne un poème en direct, c'est toujours un grand moment de radio. Donc Sabrina, amis auditeurs, auditrices, je vous invite à écouter religieusement Ousmane Timéra. Mais en tout cas, cela fait suite aux propos que je viens d'entendre et au fait qu'effectivement ce qui permet de sortir des ténèbres de l'épreuve, c'est l'espoir en l'existence de l'aurore. C'est la foi en ce qui est au-delà de l'hiver. Et c'est la raison pour laquelle je vous propose de partager ce texte que j'avais écrit il y a 6 ans, il y a bien longtemps, et qui se trouve d'ailleurs sur mon blog, mais vraiment suite aux propos extrêmement profond de notre amie Sabrina, je vous fais la déclaration suivante, la déclaration universelle de la foi. Au cœur de la raison où sauve des erreurs, la raison du cœur que forgent les saisons. Près des signes qui palpitent, clin d'œil que nos âmes cueillent en cette flamme qui valse dans le zénith, germait en silence, au-delà des dogmes, par-delà les normes, le souvenir de sa présence. Celle qui donnait sens au tout, en donnant voix à chacun, et doucement par la main, prenait qui le cherchait partout. Et libre, sur le cœur gravé, que l'injustice entravée de lui devint ivre. C'est ici que naquit la foi, cette fille de l'éternité, qu'enracine l'humilité dans l'épreuve des exploits. Celle qui cingle d'un nom l'ordre établi, pas le panoplie du règne des faux noms. Vaines petites idoles qu'imposent dans les têtes l'immense défaite d'une humanité sans rôle. Les hommes, alors assommés de détails, broutant de vaines batailles, sombrèrent dans le morne bétail qui réduisait l'horizon au bercail. Et ce monde alors devint ce nomade, aux durs et blêmes rides, que nos tristes printemps frigides cachent sous d'éphémères pommades. Mais foi n'est pas religion. La réflexion doit guider le réflexe et l'uniforme faire place au complexe, car Dieu n'a pas de région. Et parce qu'il est un, l'humanité ne se réalise en l'homme corps des églises, dans l'horizon du noble parchemin, qui révélait à tous les cœurs, dans un verbe que l'on chante en chœur, en ce monde crispé par l'hiver, labouré par l'exploitation, soyons la grande opposition
quand son âme soutient l'univers. Soyons aux côtés de la graine qui renferme en elle le printemps. Soyons les fiers résistants de l'aurore luttant contre la haine. Et alors la chrysalide dépassera l'instant qui, incrusté dans le yeux d'un noir, ce dur moment où s'éclipsa l'espoir. Ravagé par le bestial instinct et du gouffre de la tombe. La foi fit alors au sol fleurir, la vie dans la mort du martyr, témoin de l'infini qui du ciel tombe. Ma chère Sabrina, restes-tu sans voix? Franchement, je suis fan. J'ai noté 2 phrases qui m'ont droit au cœur. La réflexion ne doit pas guider nos réflexes. Foi n'est pas religion. Alors ça, franchement, c'est quelque chose dont je me rappellerai. Merci pour ce texte magnifique, Haussmann, qui est très... qui a une sacralité, en fait, effectivement très spirituelle, qui finalement ne nous donne rien d'autre que l'envie de se poser en réflexion et méditation. Très 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 beau texte, hein. Je suis vraiment fan du verbe. Merci. Eh oui, c'est du grand Ousmane Timéra, voilà. D'ailleurs, il en a fait quelques-uns des poèmes que je vous invite à réécouter. Je pense qu'ils sont sur ta page Facebook, mon ami Ousmane. Et puisque j'en profite aussi pour rappeler que tu seras à Bruxelles ce week-end, m'a-t-on dit, mon cher Ousmane. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ah, d'accord, oui. C'est vrai, oui, j'y serai normalement pendant 2 jours ou 3, je crois. Pour voir sur l'agenda, mais ouais, j'y serai. Alors, il paraît qu'il va y avoir quoi? Conférences, radio, plein de trucs apparemment. Oui, enfin c'est Méine qui gère ça, moi je vous avoue. Bah oui, je le salue d'ailleurs, Méine. Oui, il fait un très très bon travail. Donc oui, on va en Belgique et c'est pour, je l'espère, partager des moments de profondeur. Super public, le public belge. Oui, c'est différent du public français. Oui. Un bon public aussi, public français. C'est vrai, mais différent. Attention, mauvais œil, Haussmann. Mais la différence, attention. Attends, mais de la différence jaillit la diversité. Tout à fait. Et la diversité, c'est pas moi qui vais dire le contraire. La différence, c'est une grande richesse. Je me suis dit, il n'y a rien d'un hasard dans la vie. Et quand Samira... Tu parles d'hasard et des nazars ou... Non, de hasard. Par rapport à la Belgique. Quand Samira m'a dit, voilà, j'ai une petite urgence, je me suis dit, je connais la personne qui va la remplacer tout de suite. Ousmane, Sabrina, c'est une rencontre prometteuse. Le j'aime ou j'aime pas pour finir. Allez, on n'aime pas ou alors on s'en fout. L'UNESCO a adopté hier une résolution qui a fait couler beaucoup d'encre d'ailleurs sur Jérusalem-Est. Celle-ci effectivement porte sur qui a été portée par plusieurs pays arabes, dont notamment l'Égypte, le Maroc, l'Algérie, etc. En fait, cette résolution a pour but de protéger l'aspect culturel de Jérusalem. J'aime pas, ou je m'en fous. Moi j'aime. Mais moi aussi j'aime. Je trouve l'aspect culturel c'est important de le protéger. Donc oui, complètement. D'autant que l'envahisseur tend toujours à vouloir effacer la culture de l'autre pour mieux le dominer. L'Algérie avertit la Tunisie d'une arrivée massive d'armes en provenance de Libye. Cette aide ou ce rapprochement, j'allais dire, de l'Algérie pour aider ses pays voisins, on aime évidemment. Oui. Évidemment, et d'autant que je l'avais déjà dit, le Maghreb ne s'en sortira qu'uni. Je dis ça aussi pour l'Afrique de l'Ouest. Les frontières qui ont été établies sont des frontières factices qui ne servent que l'intérêt du colonisateur qui les a mises en place avant son départ. Et il n'y a aucune souveraineté possible sans une certaine géographie et sans une certaine histoire commune. Donc oui, l'Algérie, c'est une très bonne chose qu'elle collabore avec les autres pays voisins. Peut-être que c'est un pas vers une unité réelle. Sabrina, tu aimes? Alors j'aime avec toujours le bon soupçon, dans le sens où il est toujours essentiel et plus qu'aujourd'hui d'être fédérateur, mais toujours à des fins et des causes nobles. Voilà. La Royal Air Maroc, c'est la compagnie aérienne marocaine qui est en grève. En effet, le personnel a bloqué le trafic hier. Il semble que le dialogue soit un peu compliqué là en ce moment avec la direction de la Royal Air Maroc, ce qui occasionne des retards. Et j'en profite, puisque j'en parle du Maroc, que le roi Mohamed VI a entamé une tournée dans l'Afrique de l'Ouest encore. Dans 3 pays. Il a emmené avec lui un certain nombre d'hommes d'affaires. Le Maroc qui entend évidemment enrichir ses liens avec les pays d'Afrique de l'Ouest. J'aime pas, je m'en fous. Moi j'ai pas d'avis là-dessus.
Ousmane? C'est embêtant pour les personnes qui sont susceptibles de prendre l'avion. Après, voilà, s'il y a ça, c'est qu'il y a une raison et j'ai pas d'avis là-dessus puisque j'ai pas toutes les données. J'ai pas toutes les données non plus, donc j'ai pas d'avis. Et sur le fait que le roi Mohamed VI entame cette tournée ouest africaine? C'est bien, à condition que ça soit pas un moyen d'exploiter par les entreprises marocaines. Mais oui, je pense que c'est bien d'avoir des accords économiques. Le Maroc est très très en pointe sur ce côté-là. Après, Ousmane, ce qui peut être bien aussi, c'est de se dire, bon, au moins il part du côté de l'Afrique de l'Ouest, et ça c'est bon à saluer parce que certains partent plutôt du côté des États-Unis, d'autres pays beaucoup plus occidentaux. C'est un côté épistémicide qu'on peut renier, qu'on peut complètement saluer. Oui, mais je trouve ça très bien. Et bon, après le Maroc est en passe de devenir une puissance régionale sur le plan économique, sur le plan culturel et touristique. Bon, après il y a quelques bémols, il y a quelques inconvénients, notamment au niveau du tourisme sexuel. Je le dis comme ça. Oui, il faut le dire aussi. Qu'il faut aussi, voilà, il faut lutter contre. C'est pas parce qu'on veut être une puissance régionale et accueillir les capitaux qu'il faut vendre son honneur et sa population. Devinette. Oui. L'islam, qui a dit l'islam est une part de notre culture, et il a rajouté ainsi aux musulmans la laïcité est là pour vous protéger, et enfin il a aussi dit que l'islam n'est pas le problème de la France. Est-ce que vous avez la réponse? Bien évidemment. C'est l'homme qui aime danser avec l'extrême droite, Monsieur Valls. C'est l'homme qui aime valser avec l'extrême droite. Donc j'aime pas ou pas? Qu'est-ce que c'est que cette histoire là, Manuel Valls qui a complètement changé? Écoute, il a l'habitude d'ailleurs de changer, il était pro-palestinien il y a 10 ans, il est devenu... Exactement, il était pro-palestinien il y a 10 ans, donc il fait quand même quelque chose que malheureusement il peut pas. Bah, ça a l'honneur à l'image de son nom, mais sinon, sans jeu de mots et parler sérieusement, peut-être qu'il souffre d'une certaine schizophrénie politique, identitaire. Peut-être qu'il s'est séparé avec sa femme, tout simplement, qui sait. Mais on n'a pas d'avis là-dessus. Pour parler, non, on n'a pas. Le gars là, on s'en fout, nous. Non, mais en tout cas, c'est ce qui l'oriente aussi dans ses choix politiques. Et c'est le peuple qui le suit, donc c'est important de le préciser. Clair. Mais sinon, pour parler sérieusement, il y a quand même une chose importante. Alors, il y a une chose importante à souligner rapidement. C'est de se dire que là, c'est pas dit par hasard, et que ce choix présidentiel, eh bien, il n'est pas fait d'une manière très stratégique pour un politicien. Je l'invite à revoir ses cours, parce que là, pour le coup, c'est loupé. Hein. Bah écoute, moi je dis que c'est juste, c'est quand la politique et la stratégie de long terme se réduit à la politique aérie et à la tactique. Manuel Valls n'a pas de pudeur. S'il avait de la pudeur, il se tairait un peu avant de parler. Et c'est comme Sarkozy, ce mec-là n'a pas de colonne vertébrale intellectuelle ni idéologique. C'est pour ça qu'il peut dire tout et son contraire en une phrase. J'espère qu'on se débarrassera politiquement de tous ces individus qui font honte à ce pays. Eh ben le gong a retenti, donc c'est l'heure apparemment d'y aller. Ousmane, Sabrina, Ousmane, vous validez tous les deux? Ouais, super. Bien. Ouais, très belle rencontre à l'antenne. Ça me fait plaisir, enchanté, et puis au plaisir de se retrouver à l'antenne. Merci bien. Et en antenne aussi. Sur l'actualité. En tout cas, avec de tels verbes, il y a de quoi créer un nouveau monde. Oh, magnifique. Et ben c'est sur cette belle phrase qu'on va se quitter. Merci Ousmane Timéra, très vite. Merci à vous. Sabrina à mardi, je crois. Oui, à mardi, oui. Prochain, voilà. Yes. Et puis Ousmane, très vite, hein. On va moi, je suis freestyler. Ouais. C'est ça. J'improvise, je viens, un coup je viens pas, ça dépend. Mais les moments improvisés sont les meilleurs. C'est vrai. Ouais, c'est ce qu'on dit, pareil. Hein, c'est vrai. Faut jamais s'habituer à la routine, c'est pas bon. C'est vrai. Demain, on aura à cette même place Amou Bouakaz et Hakim Ral. Donc ça va être assez chaud. Ça va être bien, ça va être un 100% algérien demain. C'est bien. À suivre donc, et dans un instant l'ami Amar qui va me parler des figues, on va parler de sport aussi, et on va parler de télé. Restez avec nous, 18h07 quand même. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.